conseil. Voilà, je suis agronome dans un club conseil en agro-environnement en Montérégie qui s'appelle le groupe Pro Conseil. Puis l'activité qui a lieu aujourd'hui, en fait, c'est une activité qui est incluse dans un projet plus large qui est coordonné par le groupe Pro Conseil et qui est financé par le plan d'adaptation et de lutte au changement climatique dans le secteur bioalimentaire. C'est un projet sur 2 ans qui vise à organiser toute une série d'activités permettant de faire de la formation pour les personnes qui font ou qui veulent faire du service conseil en agroforesterie et qui veulent en fait développer ou améliorer leurs aptitudes à accompagner des entreprises agricoles à mettre en place différents projets agroforestiers au champ. Donc, certains d'entre vous là ont déjà participé à d'autres activités qu'on a fait avant. Euh, En fait, une des activités qu'on fait, c'est d'offrir du mentorat individuel et collectif. Donc, vous allez voir ça passer. Puis, une autre des activités qu'on fait, c'est la série de webinaires qui a commencé cet hiver. Donc, notre premier webinaire a eu lieu le 1er mars dernier. C'était sur l'utilisation des saules arbustiques dans des projets agroforestiers à la ferme. Ça a été enregistré, c'est disponible en ligne puis accessible à tous. Donc, je pourrais envoyer le lien à l'issue de la rencontre d'aujourd'hui si jamais certains d'entre vous l'ont manqué puis voudraient retourner le voir. Aujourd'hui, dans un instant, là, on va parler spécifiquement des haies autour des bâtiments d'élevage. Et je profite aussi pour vous annoncer déjà le suivant. Notre troisième webinaire aura lieu le 16 avril. Ce sera le dernier là, avant le lancement de de la saison au champ. Et le 16 avril, on parlera des insectes bénéfiques dans les haies et les différents aménagements qu'on peut faire en bordure de champ, puis comment que ça peut vraiment venir aider à contrôler les ravageurs au champ. Tant que je suis dans les annonces, une autre activité qui s'en vient, ça va être une activité plus de réseautage. Là, on ne sera pas dans de la formation, il n'y aura pas de conférence. C'est vraiment une activité pour permettre aux personnes qui sont actives dans le service conseil en agroforesterie d'échanger sur nos pratiques, nos expériences, ce qu'on réussit bien, ce qu'on a de la misère, puis d'apprendre les uns des autres. Là, on est souvent un petit peu isolés dans nos organisations avec cette expertise-là. Donc, ça va être vraiment, pour cette première activité de réseautage, ça va se passer en personne à Saint-Hyacinthe le 2 avril. C'est en après-midi. Donc, pareil, l'information est disponible sur AgriRéseau, sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous écrire là si vous la trouvez pas. C'est vraiment ouvert à tous. Là, c'est pas réservé aux intervenants de la Montérégie, mais c'est sûr que ça se passe à Saint-Hyacinthe. Donc, on comprend bien qu'il il y a un enjeu de déplacement. Il y en aura d'autres là, probablement en visio par la suite, mais pour la première, là, on commence avec une activité en personne le 2 avril. Donc, sans plus tarder, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, pour parler spécifiquement des systèmes agroforestiers avec des haies autour des bâtiments d'élevage, on a demandé à André Vézina de venir prendre la parole puis d'essayer de nous synthétiser l'essentiel du minimum en 1 heure et demie, parce que André, là, ça fait vraiment des années qu'il donne un cours complet sur le sujet là, en plusieurs jours, avec y compris une partie terrain là, à la Pocatière. Là, il va certainement nous montrer des photos des aménagements qu'ils ont fait dans leur coin là, au cours de la présentation. Donc là, on lui a lancé le défi de nous résumer l'essentiel du minimum en 1 h 45. Euh, dans le fond, cette demande-là, ça vient du fait ça vient d'un sondage là qu'on avait lancé aux praticiens, puis c'est un sujet qui était ressorti quand même assez populaire. Puis c'est vrai que c'est l'agroforesterie au Québec, c'est souvent des haies, mais il y a vraiment mille et une manières de mettre des arbres en rangée qui vont avoir des impacts différents. Puis quand on parle des haies autour des bâtiments d'élevage, ben si on veut aller vraiment chercher les bénéfices promis en termes de réduction des odeurs, de bien-être animal, de gestion de l'enneigement, ben dépendamment de l'objectif qu'on cherche, on le fait pas de la même manière. Fait qu'il y a une petite technique derrière ça.
Donc, c'est ça qu'on va démystifier ce matin avec André. Donc, il y a quand même du stock. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que pendant la présentation, on va laisser André y aller. On va se garder les questions pour la fin. Les seules questions qu'on prendra au fur et à mesure, là, ça va être vraiment plus les questions de compréhension. Donc, tu sais, vous voyez pas les chiffres, ou c'était pas clair, ou tu sais, s'il y a de quoi au niveau de la compréhension, écrivez-le dans le chat. Donc, dans le fond, c'est la petite bulle là, qui se trouve être dans votre barre en bas de l'écran. Ça, on va y répondre au fur et à mesure. Sinon, pour les questions d'approfondissement ou les cas personnels, ben, on va les garder pour la fin, si ça vous convient. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à André, puis tu vas pouvoir partager ton écran. Oui. Bon, c'est parfait, là, André, on le voit bien, on fait un écran. Oui, vous me voyez. Bon, ben bon. Bonjour tout le monde. Écoute, en regardant la liste des personnes, je m'aperçois que j'en connais quelques-unes. Sans plus tarder, on va commencer parce que, comme vient de dire Cécile, il y a quand même pas mal de matériel. En fait, on va essayer aujourd'hui de répondre à 3 questions. Pourquoi, comment, puis est-ce que c'est rentable? C'est quand même des questions assez importantes, mais on devrait être bon dans le temps qu'on est parti. Le pourquoi, ben là, vous avez plusieurs raisons ici pourquoi on peut installer des haies autour des bâtiments d'élevage. On va les prendre une par une, si vous voulez. D'abord, on va commencer par la réduction des odeurs. Chouanière, écoute, c'est un projet qui avait commencé encore en 2004, qui avait visé à évaluer l'impact des haies brisants matures sur la réduction des odeurs. Dans ce temps-là, on avait des haies brisants assez hautes, mais on n'avait pas de, si vous voulez, on n'avait pas de haies brisantes installées à côté de la porcherie. Fait Chouanière a créé un simulateur d'odeur il est installé dans un pick-up, puis qui a déplacé à différentes distances de haies de conifères et des haies de feuillus. Puis de l'autre côté de la haie, ben, il y avait des gens qui reniflaient, le nez, il n'y a rien de mieux que ça, puis on a aussi pris des échantillons d'odeur qui ont mis dans des sacs, puis on est allé tester ça avec un olfactomètre. Les résultats ont montré que pour une haie située à 30 mètres de la source des odeurs, par rapport à un témoin sans brise-vent, ben, on avait une réduction de la longueur du panache des odeurs de 23 %. La surface du panache était réduite de 33 %, puis à l'intérieur du panache, on a augmenté la dilution des odeurs par un facteur de 3. Ça veut dire, finalement, on ne coupe pas complètement les odeurs. Cependant, ce qu'on s'est aperçu, c'est quand on entourait les porcheries, par exemple, on avait moins de plaintes parce que les gens ne voyaient pas la source des odeurs. La raison principale pourquoi ça réduit les odeurs, ben, c'est les odeurs ont tendance à voyager au ras du sol. Et lorsqu'ils rencontrent une haie, ben, ils sont forcés, une partie de l'écoulement va passer par-dessus, puis va se mélanger avec l'air qui est plus turbulent, qui est plus sain. Et comme ça, c'est de la façon qu'on va diluer les odeurs. Fait que ça, c'était une raison, là, c'est vraiment en 2000 qu'on a commencé à faire ça, puis ça a été vraiment populaire, puisqu'on en a installé beaucoup dans tout l'Est du Canada, en fait. Autre chose qu'on s'est aperçu dernièrement, il y a peut-être 5-6 ans, en Beauce, M. Vaillancourt, qui est vétérinaire, s'est aperçu que les sites porcins qui étaient entourés de boisés semblaient avoir moins d'épisodes cliniques d'une maladie de SSRP et moins de nouvelles souches de cette même maladie-là. Donc ça, c'était super intéressant. Puis moi, ça m'a invité à aller voir dans la littérature ce qu'il y avait. Puis je me suis aperçu aux États-Unis, Madame le docteur Arruda avait fait une recherche, puis les incidences de cette même maladie-là respiratoire et dans les installations porcines entourées de couverts herbacés d'arbustes, d'arbres à feuilles persistantes ou d'arbres à feuilles caduques ont été réduites en moyenne de 44 par rapport à un voisinage de zones cultivées sans arbres ou sans arbustes. Ça, c'est drôlement important parce que ça a une incidence économique très, très grande d'avoir cette maladie-là. Puis la réduction des pathogènes pourrait s'expliquer par les mêmes mécanismes que pour la réduction des odeurs, soit l'effet de dilution dont je viens de parler, puis aussi une affaire que je n'ai pas parlé tantôt, c'est qu'il peut y avoir une interception par la haie des particules qui transportent les odeurs. Réduction des coûts de chauffage, chauffer un poulailler, chauffer une porcherie, ça peut coûter assez cher. Moi, on est assez conservateur. Généralement, ce que je dis, c'est que j'anticipe une réduction de 10 %. C'est des données pour le nord-est des États-Unis.
La réduction des coûts de déneigement, ça paraît pas, là, mais autour des bâtiments d'élevage, on pourrait avoir accès à l'année. Fait que d'avoir des haies qui vont trapper la neige avant le bâtiment, ça peut être très intéressant. Ici, j'ai un exemple à Sainte-Louise, à quelques kilomètres de chez nous. Vous voyez, le producteur, il me dit, après quelques années, 5 ans, peut-être, il y avait plus de neige au niveau de ses accès de ventilation. Puis ça, c'est super important. On parlera tantôt comment on s'organise pour implanter ça comme il faut. La quantité de carbone séquestrée par des arbres en haie, c'est une chose qui nous intéresse de plus en plus. Une étude qu'on a faite avec le CERFO, on s'est aperçu que les feuillus pouvaient séquestrer jusqu'à 1,7 tonnes de CO2 par arbre. Ça, c'est pour après 40 ans. Peuplier hybride, naturellement, séquestre plus parce qu'il fait plus de biomasse. Et les conifères, on avait 1,5 tonnes de CO2 par arbre. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ce qui fait qu'une haie qui était constituée d'une rangée d'arbres, se passe aux 3 mètres ici, pourrait capter 500 tonnes de CO2 par kilomètre sur une période de 40 ans. Fait que si vous installez 3 rangées d'arbres ou 2 rangées d'arbres autour des bâtiments, bien, vous pourriez éventuellement séquestrer une quantité de CO2 intéressante. La biodiversité, ben, une méta-analyse d'une douzaine d'études menées en région tempérée a montré une augmentation de 24 de l'abondance des insectes prédateurs des ravageurs de culture et une diminution de 25 des ravageurs en système agroforestier. En fait, avec la biodiversité, on augmente la résilience de nos agrosystèmes. Ça, c'est sûr. La beauté des paysages, ce n'est pas un facteur négligeable autour des bâtiments. Euh, la plupart des gens à qui j'en ai installé, ils ne me parlaient pas de ça au début, mais après ça, c'est un des critères quand je vais les revoir une quinzaine d'années après, ils disent, hey, André, c'est tellement plus beau chez nous depuis qu'on a installé ça. La récolte de bois, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire nécessairement, mais ça peut arriver qu'il faille couper, par exemple, si on avait un système avec des arbres à croissance rapide à Saint-Roch-des-Aulnay qu'on a récolté à la Pocatière. On a eu un rendement en bois qui est intéressant. Un bon revenu brut, mais le ramassage et le broyage des branches demandent beaucoup de temps. C'est ça. Ça c'est pas toujours. Il faut vraiment mesurer ça quand vous faites affaire avec une entreprise. Est-ce que ça va vous tenter de couper les arbres et les ramasser au bout de 25 ans, mettons dans le cas des pépiniers? On l'a fait aussi dans le cas où on a coupé, il voulait augmenter sa vue ici, le producteur, puis on a récolté du chêne puis des frênes. Puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il a fait des produits du bois avec ça. Il a fait des tables, des meubles. Ça, c'était une première pour moi parce qu'on a planté ça en 1987. Je ne pensais pas qu'en 2018, on allait récolter puis être capable de faire du bois d'œuvre comme ça. Récolte de fruits autour des bâtiments, ce qui est avantageux, c'est que les bâtiments sont généralement pas loin. Ça fait que ça peut être intéressant de récolter des fruits, comme c'est le cas ici, ou des noix, comme c'est le cas dans le noyer noir ici. Il y a plusieurs freins à l'implantation d'arbres en bordure des bâtiments, perte d'espace cultivable, nuisance, obstruction des drains. C'est sûr qu'autour des bâtiments, c'est moins pire que dans les champs. C'est quand même plus facile à convaincre une entreprise pour d'installer des haies, surtout que les bénéfices sont souvent plus faciles à voir. Une des critiques, les gens disent, ah, je ne verrai jamais le jour, ça sera efficace. Ça peut aller plus vite qu'on pense. Puis la perte de vue sur le bâtiment, les gens ils aiment ça savoir ce qui se passe sur des bâtiments. Des fois, ça peut être une contrainte. Un exemple qui peut aller vite, regardez, en 2006, ça a été planté. Ça, c'est Marie-Christine Gauvreau en Chaudière-Appalaches, première année de plantation. Après 3 ans, vous voyez, après 3 ans, vous avez déjà une efficacité avec les arbustes ici pour trapper la neige avant les bâtiments. Puis au bout de 14 ans, on peut voir que le brisement, là, il commence à faire même plus effet au niveau de la réduction des coûts de chauffage pour le bâtiment parce que le brisement est suffisamment haut. Maintenant qu'on a vu les avantages des haies, on va parler de planification. La première chose, c'est de déterminer quelle densité et la hauteur de haies que j'ai besoin. Ensuite, c'est quoi l'emplacement. Et suite à ça, on va être capable de choisir et d'arranger les végétaux. La structure de la haie pour répondre aux objectifs, comme je dirais, la densité, c'est très important. La hauteur, la longueur et l'orientation. C'est vraiment les 4 critères là, qui m'importent le plus. La densité, c'est pas toujours évident avec une haie. Souvent, avec un brisement artificiel, on va parler de porosité, puis on sait on veut avoir une porosité de 50 durant toute l'année. Mais avec une haie, c'est pas évident de déterminer la porosité parce que la porosité optique, elle correspond pas nécessairement à la porosité réelle. C'est-à-dire que l'air, elle peut rentrer dans des trous qu'on voit pas. Ici, vous avez
c'est une vieille étude, mais je la trouve toujours assez pertinente, qui montre que vous avez un brise-vent qui est situé à 0 ici. Puis vous avez 2 haies, très denses, moyennement denses. Quand la haie est très dense, mais c'est sûr que vous allez avoir une réduction plus forte de la vitesse du vent. On parle ici d'environ 75 de la réduction de la vitesse du vent. Par contre, le vent, comme il passe plus par-dessus la haie, bien, il retombe plus vite l'autre bord. Tandis qu'un brisant moyennement dense, bien là, vous avez une réduction de 60 à peu près, mais on vous dit que sur 10 fois la hauteur, sur 20 fois la hauteur ici, vous avez une réduction moyenne de 39 comparativement avec 9 pour la haie qui est très dense. Ceci étant dit, nous, on va viser, quand on regarde ça, une densité qui ressemble à peu près entre ça et ça. Ça, c'est une rangée d'arbres. On l'a mesuré, la porosité optique de ça, c'était 20 On l'a mesuré avec du traitement d'image. Ici, on avait une porosité de 3 de porosité optique. Fait que, ce qu'on devrait dire, avec une rangée d'arbres à feuilles persistantes aux 3 mètres, on est capable d'aller chercher cette porosité-là assez rapidement, je veux dire, au bout de 15-20, ça a 20-25 ans. Ça ici, c'est plus vieux, mais ça, c'est 3 rangées. Vous voyez, il ne faudrait pas aller plus dense que ça. Ça ne donnera rien au niveau de l'efficacité. Tandis qu'ici, ben, une seule rangée, on en reparlera tantôt, qu'est-ce que ça peut faire. Pour trapper la neige, on vise un brise-vent moyennement dense à dense. OK? Ce que vous venez de voir avant. Puis l'importance de la hauteur. OK? La longueur de la zone protégée est proportionnelle à la hauteur de la haie. On l'a vu tantôt là, dans le graphique. Là, si je reviens en arrière un petit peu, la hauteur H, on va en parler beaucoup. La zone protégée est fonction de la hauteur. Donc, plus vous êtes loin, moins vous avez de protection naturellement. La hauteur de la haie doit être supérieure à la hauteur des bâtiments si vous voulez avoir une meilleure réduction de la vitesse du vent. C'est pour ça qu'on va généralement implanter des arbres. Des arbres qu'on va anticiper que la hauteur va être de 15 à 20 mètres. La capacité d'entreposage de la neige augmente avec sa hauteur. Puis la hauteur minimale requise pour stocker la quantité de neige déplacée par le vent est fonction des précipitations qui tombent durant l'année et du fetch. Le fetch, c'est quoi? C'est la distance parcourue par le vent sans rencontrer d'obstacles susceptibles d'influencer le déplacement de la neige. Si vous voulez en savoir plus, là, il y a cette référence-là ici. Vous allez sur Internet, vous allez la trouver. Puis les autres, ils proposent même des équations qui vous permettent de calculer cette hauteur minimale-là. Puis la distance entre le bâtiment et la haie. Mais en supposant les conditions, j'ai appliqué les conditions extrêmes de fetch et de précipitation neigeuse pour le Québec méridional. La hauteur minimale requise là, pour stocker la neige, 3,5 mètres à peu près. J'ai mis les pires conditions. Là. Si la hauteur de la haie excède la hauteur minimale requise, ben, ce qui est intéressant, c'est que la quantité de neige est attrapée plus près de la haie et on peut réduire la distance minimale entre celle-ci et le bâtiment. Nous autres, on a toujours dit, pour regarder dans la littérature, on a dit généralement c'est 30 à 60, la distance entre 30 à 60 mètres entre le bâtiment et la haie. Je vais y revenir tantôt. La longueur d'une haie maintenant. Comme le vent passe par-dessus la haie, mais il la contourne par les extrémités aussi, autour des bâtiments, on va s'arranger pour que la haie dépasse chaque extrémité de la longueur du bâtiment. Un exemple de ça, non, je vais vous le montrer quand je vais à la fin, excusez-moi. Donc, je reviens là-dessus. Il faut que la haie dépasse de 30 à 60 mètres chaque extrémité de la longueur du bâtiment protégé. L'orientation, généralement, on veut que ça soit perpendiculaire au vent dominant, mais ce n'est pas toujours possible, ça, compte tenu de la configuration du bâtiment. À ce moment-là, si c'est oblique, par exemple, là, si le vent dominant est oblique, ben, on pourrait espacer plus nos arbres sur la haie pour avoir la même densité qu'on aurait que si c'était perpendiculaire. Le choix d'emplacement, OK. Plusieurs facteurs à considérer, mais on sait que la réduction des odeurs est plus importante si la haie est située plus près de la source des odeurs. En fait, plus on est proche de la source des odeurs avec la haie, c'est la même chose pour le bruit, plus qu'on est efficace. Il faut se garder un espace pour trapper la neige avant le bâtiment. Bon, c'est très, très important. Cette distance est fonction, je l'ai dit tantôt, de la quantité de neige, de la porosité, de la hauteur. Puis la réduction maximale de la vitesse du vent, elle se situe entre 2 et 4 fois la hauteur. Fait qu'on a intérêt, mettons qu'on a un brise-vent qui va faire 15 mètres de haut, la réduction maximale du vent va se situer entre 30 et 60 mètres.
Puis en plus, c'est une question de sécurité. On ne veut pas nécessairement que les arbres soient trop près du bâtiment pour éviter que les arbres tombent sur le bâtiment. Compte tenu de tous ces facteurs, nous autres, on recommande généralement de localiser à une distance de 30 à 60 mètres. Mais des fois, les gens m'appellent, disent André, je ne peux pas me mettre à 30 mètres, je pourrais-tu me mettre à 25 mètres? Là, ce que je fais, c'est qu'on calcule les paramètres là, que j'ai parlé tantôt, le fetch, la quantité de neige déplacée, puis la hauteur de la haie à maturité. Puis avec ça, on est capable de. Des fois, on va se rapprocher à 25 mètres, ça va être correct. Si la ventilation naturelle, il ne faut pas nuire à l'écoulement de l'air. Donc, on va situer la haie à environ 8 H du bâtiment. À ce moment-là, on est sûr que le vent va être retombé et on ne nuira pas à la ventilation naturelle. Quand on va choisir l'emplacement, il y a plein de critères qu'on va considérer. Généralement, on dit que c'est 30 à 60 mètres, mais on va regarder s'il y a un fossé, on va se mettre le long du fossé, un chemin de ferme. Il faut faire attention s'il y a des collecteurs, des drains, s'il y a des lignes électriques, mais il ne faut pas nécessairement les s'installer en dessous, sauf si on plante des arbres. Un exemple ici, on a fait, qui est dans le guide, là, on a fait en 2022 avec David Rivet et Alain Cogliastro. Vous voyez, c'est la haie qui est la plus en amont qui doit être située à 30 mètres ou 60 mètres. C'est assez rare, je me mets à 60 mètres. Je vais dire, on va plus aller vers 30 mètres parce que naturellement, il y a des champs cultivés à côté, on ne va pas exprès. Là. Donc, 30 mètres, c'est vraiment à partir de la première haie face au vent. Est-ce qu'on entoure toujours comme ça? Non, ça va dépendre de la configuration du site puis des vents problématiques. Pour l'ombrage, ça m'est arrivé dans le cas de producteurs de poulet dans la Naudière. J'ai eu des questions là-dessus. Les gens voulaient créer de l'ombre parce qu'il faisait trop chaud puis il y avait de la mortalité qui avait été observée. Fait qu'on installe à ce moment-là des feuillus à grande cime aux 8 mètres. Puis ça, généralement, quand je fais ça, je prends des arbres de plus gros de plus gros volume, de plus gros calibre. Puis c'est pas les mêmes techniques d'implantation. Les feuillus sont généralement aux 8 mètres, localisés entre 2 et 15 mètres à l'ouest et au sud-ouest du bâtiment. Parce que si vous êtes trop loin du bâtiment, ben, durant l'été, le soleil est haut, vous ne ferez pas d'ombre. Si vous en voulez en savoir plus, là, il y a le guide d'aménagement des systèmes agroforestiers là, pour le choix et l'arrangement. Il y a des beaux tableaux. Il faut savoir qu'il faut que ça réponde aux besoins identifiés, comme on vient de parler. Il faut que ça soit adapté au sol et au climat. Il faut que ça soit diversifié, au moins 3 genres ou groupes fonctionnels, durable. Il faut que les végétaux soient disponibles, il faut qu'ils soient de qualité. Puis il faut que ça réponde au goût des propriétaires de l'entreprise. Ce que l'on recherche là, autour des bâtiments, généralement, ce qu'on va implanter, c'est 1 à 3 rangées d'arbres et d'arbustes espacées aux 3 à 4 mètres. Avec plus d'une rangée, il est facile d'introduire une plus grande diversité de végétaux et de mixer des espèces à croissance rapide, généralement moins longévives, et d'autres à croissance plus lente, mais plus longévive. C'est plus facile de renouveler la haie sans perte de protection. Pour obtenir la densité hivernale requise, l'insertion d'au moins une rangée d'arbres à feuilles persistantes est recommandée. Les arbres à feuilles persistantes, ben, on parle des licets, des épinettes, des pins. Le mélèze est intéressant, mais il perd ses aiguilles durant l'hiver. Un exemple ici, une rangée d'arbres à feuilles persistantes aux 3 mètres, très belle porosité, très belle uniformité de la porosité aussi. Un autre exemple, parce que sur une rangée, c'est pas évident, c'est obtenir une haie comme ça va, avant que ça soit efficace, ça prend un certain temps. Là. Généralement, moi, je considère que 0,5 mètres de croissance par année pour les arbres, à feuilles persistantes. Mais si je veux avoir une protection plus rapide, on avait fait des essais ici, on est à Sainte-Clotilde, dans Sherrington, où on avait une rangée d'arbres à croissance rapide. Dans le cas ici, c'était des peupliers hybrides. On avait différents espacements ici. On avait 6 mètres entre les peupliers, 4 mètres entre les peupliers, puis 3 mètres entre les peupliers. Et on avait inséré une épinette entre les deux. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que effectivement, là, on avait une protection assez rapide. Mais il est possible, là, on a coupé les peupliers. Cette haie-là, elle a 22 ans. Puis ici, elle a 29 ans. Puis on a coupé les peupliers après 7 ans. 7 ans avant, quand il y avait 22 ans, je veux dire. Ça, c'est 7 ans après la coupe des peupliers. Puis on voit que les épinettes, ici, dans le cas, sont assez belles parce qu'il y a eu de l'entretien. Si je vais en reparler plus tard, c'est bien important ici de couper les branches basses qui vont briser la tête des épinettes. C'est pas toujours évident à faire, ça, je vous dis, je le recommande pas nécessairement.
Je préfère avoir une haie sur plusieurs rangées, 2 ou 3. L'exemple ici, que j'avais montré plus tôt, là, planté en 2020. Et vous voyez un espacement de 3,5 mètres entre les rangées, ça se rentre dedans. C'est pour ça que 3 mètres entre les rangées, des fois, c'est un minimum, là. Puis vous voyez, quand planter après 14 ans, on a vraiment un impact là, sur la protection des bâtiments. Un autre exemple, c'est avec des poulaillers pas loin de chez nous, ici à Sainte-Louise. Là, c'était 2 rangées de conifères. Dans l'exemple précédent, ici, une rangée de feuillus et arbustes et une rangée d'arbres à feuilles persistantes. Dans ce cas ici, c'est 2 rangées d'arbres à feuilles persistantes. Il y a toutes sortes de modèles possibles. Ici, on a implanté une rangée d'arbres à feuilles à croissance rapide, dans l'occurrence le peuplier. Puis à côté, on a une rangée d'épinettes. C'est intéressant, mais il faut absolument couper les peupliers. Puis, ça, c'est un autre exemple à droite. Ça a été planté en 2004. Photo prise en 2018. Regardez la hauteur des peupliers, puis c'est sont beaux, là. Le problème, c'est que le propriétaire de l'entreprise, il ne veut pas couper les peupliers. En fait, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Puis, là, ils sont rendus tellement hauts qu'ils compétitionnent trop notre autre haie qui est à côté. Donc, le peuplier, ça peut être intéressant, mais ça prend des gens qui sont prêts à les enlever au bon moment. Puis, c'est pas toujours facile, ça vous dire. Ici, il y a 3 rangées fertiles. Ça, c'est dans Chaudière-Appalaches, mais vous aviez une rangée de mélèzes, 2 rangées d'arbres à feuilles persistantes. 2004, juste l'année de la plantation. Puis, en bas, ici, on a 2012. Donc, on voit déjà qu'il y a un impact intéressant. Excusez, j'avance plus. Autre exemple là, qui fonctionne assez bien aussi, ça c'est à Guelph. On avait installé une rangée d'épinettes en bordure de champ. Vous aviez une rangée de peupliers hybrides au centre, puis une rangée d'arbres feuillus et des arbustes. Ce qui est intéressant, ben, c'est qu'au bout de 20 ans, on coupe cette rangée-là, puis on se retrouve avec un système à 2 rangées, puis les arbres ont suffisamment d'espace, ils vont avoir 6 mètres là, pour se développer puis bien croître. Puis cette rangée-là, ben, elle a assuré une protection à court terme. Les arbres et les arbustes sur rangée, généralement, ce que je prends, c'est des érables, chênes, tilleuls, on y reviendra tantôt, mais avec un arbuste plus petit, puis un arbuste plus grand, ou un petit arbre entre les deux. Fait au bout du compte, j'ai un espacement de 2 mètres entre les végétaux. Puis ça donne quelque chose qui est très beau avec le temps. Un exemple, ici à l'Apocatière, on en a. Ça ajoute de la diversité et de la couleur dans le paysage. On est rendu à parler du choix des végétaux. On va parler des arbres, on va parler des arbustes. Toujours quelque chose à se rappeler, j'en ai parlé tantôt, la zone de rusticité est super importante. Les groupes fonctionnels, je vais revenir là-dessus tantôt, la tolérance à la sécheresse, tolérance à la saturation en eau, tolérance à la compaction, tolérance au sel de déglaçage. S'il y a des routes à côté, ça peut être intéressant. La classe texturale, qui est facilement évaluable au champ avec une pelle. Le pH, le drainage du sol, ce sont tous des critères. Plus on a la croissance en hauteur. Intermédiaire, c'est 0,5 à 1 mètre. Lente, 0,5 mètres. Puis rapide, c'est 1 à 2 mètres. Puis vous avez les insectes, les maladies le plus souvent rencontrées, puis les remarques. La biodiversité, ben, les groupes fonctionnels, c'est que, à un moment donné, on se disait, ça prend de la diversité pour que ce soit plus résilient. Puis, ils ont formé des groupes à partir de l'analyse d'importantes caractéristiques biologiques mesurables qui sont liées à un ensemble de fonctions physiologiques des arbres, la densité du bois, la concentration en azote, la masse des feuilles, le poids des semences. Puis, quand on choisit des espèces, on s'organise pour avoir différents groupes fonctionnels pour s'assurer que notre haie va être résiliente dans le temps. Ces caractéristiques sont similaires au sein d'un groupe, alors qu'elles diffèrent entre les groupes. Ça, c'est un concept relativement nouveau. On a ça pour les arbres, on n'a malheureusement pas ça pour les arbres. Au niveau des arbres,
une espèce qu'on commençait par ordre alphabétique. Le bouleau blanc. Le bouleau blanc, écoute, il y a bien du monde qui n'aime pas ça à cause de la mineuse, puis ça, sauf que le bouleau blanc peut être intéressant parce qu'il pousse vite, il est très plastique. On peut l'utiliser dans différents types de sols. Il est très esthétique. L'écorce est magnifique. Durant l'hiver, quand on a des arbres à feuilles perçantes à côté, ça fait très beau. Cependant, c'est sûr que moi, généralement, je l'utilise en courte rotation, c'est-à-dire au bout de 20-25 ans, je le coupe, puis souvent, il va retiger de la base, puis je repars avec un autre arbre avec ça. Le bouleau jaune, ça, c'est un exemple de bouleau jaune qu'on a planté. Ça fait souvent ça. Il n'y a pas vraiment de dominance apicale en milieu ouvert. C'est pas évident là, de faire une belle tige droite avec ça. Cependant, si vous aviez 3 rangées d'arbres, vous pourriez penser à en mettre au milieu. Une qualité de bois qui est peut-être un peu supérieure au bouleau blanc. Puis une longévité aussi. Les autres bouleaux, vous avez le bouleau gris qu'on voit beaucoup dans le sud. Encore une fois, c'est des genres de bouleaux que tu as en courte rotation. Puis le bouleau noir, ben, lui, est tolérant à la grille du bouleau puis au sol humide. Fait que ça peut vous amener à trouver d'autres espèces. Le carrier cordiforme, on est vraiment dans le sud du Québec, c'est zoné 4A, c'est une croissance initiale très lente, mais c'est un bel arbre. Moi, écoute, j'en avais au chalet de mes parents dans l'Outaouais, puis je l'ai connu. Il était là toute ma vie, là, puis je suis pas jeune, il est encore là. Carrier ovale, c'est un arbre qui pousse bien dans les lombes sableux à l'eau margileux. Encore une fois, une croissance initiale très lente. Probablement, selon moi, à mon goût, à moi, c'est une des meilleures noix qu'on a au Québec, là. Il est facilement reconnaissable par son écorce là, qui se détache là, en gros morceaux, en grosses lamelles. Sexfolie, comme on dit. Le cerisier de Pennsylvanie, ben, je l'utilise des fois parce qu'il croît assez rapidement. C'est un petit arbre. Lui aussi, est cultivé en courte rotation, puis il a une belle qualité de bois. Vous voyez un exemple ici. C'est sûr que là-dedans, il y a des gens qui disent ah, vous avez du nodule, tout ça. Mais dans le suivi qu'on fait de nos haies depuis longtemps, c'est vrai qu'on peut avoir du nodule dans le Pennsylvanie, dans le Virginie, mais les arbres réussissent quand même à s'en sortir. Cependant, si vous avez des plantations d'arbres fruitiers à proximité, ce ne serait peut-être pas idéal. Cerisier tardif, un autre qui a de la misère avec sa dominance apicale, un peu comme le bouleau jaune, insérez-le dans la rangée du milieu si vous avez une aide de 3 rangées. C'est un feuillu, mais qui a une écorce qui ressemble à une écorce de résineux. Puis le fruit est peut-être comestible. Le charme de Caroline, encore une fois, pour augmenter la diversité dans le sud du Québec, ça peut être intéressant. C'est un petit arbre. Le tronc est magnifique. Hein. Vous avez c'est un tronc, on dit, comme des muscles saillants. Chêne à gros fruits, on l'utilisait beaucoup. On l'utilise encore beaucoup. Dans les sols riches, bien drainés, alcalins. Il est résistant au sol de déclassage. C'est un arbre qui n'est pas trop difficile à tailler non plus. Non, c'est un arbre assez intéressant. Chêne à gros fruits, c'est encore un exemple. On le reconnaît, son tronc, là, on dirait que les gens ils pensent qu'il est malade. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement, il est liégeux comme ça. Un autre chêne qui est intéressant, c'est le chêne rouge. Lui, il préfère les loams sableux assez bien drainés. Il se transplante assez bien. Une bonne croissance. Il est magnifique. Je vous dirais que le chêne rouge, il a une couleur exceptionnelle à l'automne. Il est peut-être un peu plus difficile à tailler. Quand tu le tailles, il fait des grosses branches. Il faut y aller plus souvent. L'intervalle de taille aux 2 ans, c'est pas à considérer. Les autres chênes intéressants, le chêne bicolore, le chêne blanc, le chêne des marais que j'ai commencé à planter dans des argiles, très intéressant, facile à tailler. Vous avez le chêne pédonculé aussi qu'on plante depuis un certain temps. On en a ici dans la région, là, qui sont magnifiques aussi. Autre arbre qu'on commence à introduire, il y a le chicot du Canada. Compte tenu du réchauffement climatique, on commence à avoir il va falloir qu'on modifie nos zones de rusticité parce que la température de l'air, durant l'été, a vraiment augmenté, même durant l'hiver aussi. L'érable argenté, c'est en bande riveraine, souvent qu'on va l'utiliser. Des fois, mais autour des bâtiments, puis c'est un érable qui pousse très, très vite. Je vous dirais qu'il n'est pas facile à tailler, puis il est sensible au verglas. Mais à cause de sa croissance très rapide, puis il y a quand même un port pour faire de l'ombre, pas pire.
Puis en plus, on peut, si tu peux l'entailler. Moi, j'ai un ami qui en a autour de la maison chez eux, puis très gros rendement en eau, puis la teneur en sucre parce que c'est une érable de champ de 7-8%. L'érable à sucre, ben, dans certaines situations, c'est très intéressant. C'est un bel arbre aussi de faire de l'ombre. Je dirais éviter les sols argileux, trop et mal drainés. Mais dans les sols sableux profonds, ils poussent très bien. L'ombre sableux profond. L'érable rouge, j'en ai planté beaucoup, pas toujours avec du grand succès, mais il reste que c'est un arbre qui, une fois planté, est intéressant. Un peu comme l'érable, il tolère des sols plus humides ou plus secs que l'érable à sucre. Dans certaines situations, ça peut être intéressant. Puis, il est magnifique, la couleur automnale. Vraiment, il ne l'appelle pas l'érable rouge pour rien. D'autres espèces là, qu'on a introduites depuis une couple d'années, le fèvier, très résistant à la pollution, c'est une espèce mellifère. Pas facile à tailler parce que lui non plus, il n'y a pas de dominance apicale. Là. Mais ça peut faire assez beau avec le temps. Le mélèze, on en a planté beaucoup, surtout le mélèze laricin, parce que lui, il fait des petites branches. Une croissance qui est lente à modérée, nécessite des étés frais. Préfère les sols humides bien drainés et acides, mais il peut quand même. Il est assez plastique au niveau des sols. Les autres mélages, je vous les conseille pas trop. Il y en a des très beaux, mais les branches, là, c'est vraiment. Ça s'étend beaucoup. Autour des bâtiments, ça peut être correct là, si on n'est pas en milieu cultivé, en zone cultivée. Là. Parce que ça ne nous dérangera pas d'avoir des grandes branches. Parce qu'il est quand même très joli. Ben, en fait, là, je vous dis, il y en a plusieurs sortes. Là, quand je dis plus, vous avez des Japonais, des Européens, vous avez des hybrides entre les deux. Fait que, il faut savoir qu'est-ce qu'on achète quand on les achète. Parce qu'il y a quand même une grande variété. Ça, c'est un arbre qu'on a introduit depuis une dizaine d'années, le mycocoulier occidental dans les haies, parce qu'on avait, avec l'homme, on peut plus en mettre, là. Il donne un fruit qui est comestible, un porc qui est pas pire, là. C'est pas nécessairement le plus beau que vous voyez là. C'est un qu'on a planté à la pocatière. Mais c'est quand même intéressant d'en introduire dans les haies. Les ormes, ben, l'orme d'Amérique qui est trop susceptible à la mélodie hollandaise pourrait être recommandé. Ceci dit, j'en ai quand même planté parce que je voulais voir comment ça pousse très bien jusqu'à un certain âge où là, la maladie rentre en jeu. Mais il y a des nouveaux hybrides, le Morton Accolade, Pioneer, Homestead, New Horizon, qui présentent une silhouette semblable qui sont disponibles. Mais l'autre fois, je voyais quelqu'un qui voulait planter du Pumila, pas trop sûr de ça. Il faut vraiment prendre des clones, parce que l'orme chinois, ça a été planté, puis c'est pas si intéressant que ça. Beaucoup dans l'Ouest canadien. Contentez-vous des hybrides qui sont là si vous êtes capable d'en avoir, parce que c'est pas toujours disponible. L'ostrier, c'est l'arbre qu'on ne parle pas beaucoup. L'ostrier, on rencontre ça souvent des érablières avec le chêne rouge, puis le hêtre dans des endroits plus secs. Moi, j'en ai planté. Il y a un pivot, donc il résiste bien dans les endroits secs. Lui. Ça prend un sol profond, cependant. Le noyer noir, très, très intéressant. Un bois qui est de grande valeur s'il est taillé comme il faut. Pas toujours évident à tailler. Ces arbres-là que j'avais plantés en 1993, là, on les voit en 2018. C'est bien ça. 2018, ici à côté, à droite. Il y a des avantages avec ça, mais ils ont tendance à geler les premières années. Voyez-vous ici, là, il y a comme deux tiges. Là. Il y avait eu un gel, j'étais un peu découragé, mais quand je suis revenu en 2018, je me suis dit, wow, finalement, ils sont pas mal intéressants. Plus que ce que je pensais au début. Quand on cherche un peuplier qui est indigène, le peuplier deltoïde, c'est sans doute celui qui fonctionne le mieux là, dans la plaine du Saint-Laurent. Deltoïde, parce que sa feuille est en triangle. Peuplier hybride, ben là, on en a planté beaucoup aussi. La Bocatière, on a fait des tests, on avait testé, je sais pas. Dans une recherche, on avait testé une centaine de clones. On avait sélectionné les plus beaux, c'est-à-dire c'est des deltoïdes par migra. Mais il y a d'autres clones intéressants, comme dans les trichocarpa deltoïdes, Maximum-Chi, Balvinifera. Eux autres, les Maximum-Chi sont peut-être un peu plus branchus. Le problème qu'on a, c'est l'approvisionnement avec les peupliers hybrides. Là, c'est pas toujours évident. Le ministère des Ressources naturelles du Québec a fait beaucoup de recherches là-dessus, mais il n'y a pas nécessairement eu beaucoup de transferts de faire vers les pépinières privées. Tilleul américain, tilleul aussi, ça fait une belle cime en vieillissant.
Pas facile à tailler non plus. Mais en plus, c'est un arbre mellifère super intéressant. Maintenant, on va tomber dans les arbres à feuilles persistantes. Vous avez le tuya. Le tuya occidental, c'est sûr que si vous allez dans une région qui a du chevreuil, c'est un peu embêtant. Vous allez faire tailler vos cèdres. Là. Mais ça a été planté ici ça a été planté aux 4 mètres. Puis je vous dis que ça, actuellement, là, on voit qui commencent à se refermer. Puis maintenant, 5 ans après, c'était refermé complètement. Exemple, à cette clôture aussi, un autre trait, c'est quand même assez joli. L'épinette blanche, qui est probablement la plus rustique de toutes nos épinettes, au niveau des vents, la résistance au vent. L'épinette noire est plus rustique en termes de de rusticité, là, mais on n'en plante pas beaucoup d'épinettes noires, peut-être qu'on devrait en planter un peu plus. L'épinette de Norvège a une croissance plus rapide que la blanche. C'est ce qui fait que sa densité est moins forte, parce qu'il y a plus, entre les étages de branches, il y a plus on voit plus la lumière parce qu'il y a une plus grande différence. Puis les branches tombantes, c'est vraiment bon, caractéristique de cette épinette-là. L'épinette du Colorado, on en plante aussi parce qu'elle est résistante au sel de déglaçage. Euh, il y a toujours des maladies dans toutes les espèces, là, mais si on rentre là-dedans, on n'en sortira pas. Mais de façon générale, il y a des maladies qui sont liées à l'humidité, on va généralement élaguer les branches basses du bord pour que le vent puisse circuler, puis ça aide un petit peu à prévenir les maladies fongiques. Vous voyez les 3 espèces d'épinettes, une à côté de l'autre, dans une haie à Rivière-Ouelle après 25 ans. Vous voyez la Norvège, c'est très, très venteux, on est en bordure du fleuve, là, dans un long margileux de l'Anse. Très bon sol. Colorado, elle sort assez bien. Puis la blanche, ben, vous voyez, c'est elle qui, ben, je dis, qui est très résistante au vent, là, dans des places comme on est, nous autres, là, sur le bord du fleuve. C'est important que ça soit bien résistant au vent. Dans certains cas, pour remplacer le cèdre, on va y aller on va insérer du genévrier de Virginie. C'est un arbre qui ressemble à ça. En fait, il y a lui, à la fois comme le cèdre, puis il y a des aiguilles aussi, des écailles et des aiguilles. Les plus belles haies que j'ai vues de ça, c'est à Berthierville, à la pépinière de Berthierville, des haies de genévrier. Très, très belles. Pin gris, on n'en voit pas souvent autour des bâtiments, mais si vous êtes en Abitibi, ben, ça peut être intéressant. Sur le côté ici du fleuve, ça arrive sud, il y a tendance à pas avoir une bonne dominance apicale. On, on l'utilise plus ou moins. Par contre, si ça vient un sol très, très sec, très pauvre, ben, le pin gris pourrait être une des espèces qui serait implantée. Pin rouge, probablement un des meilleurs pins au niveau de la croissance puis de la porosité. Dans ce cas ici, on coupé les branches du bas là, parce qu'il est en champ. Mais c'est sûr qu'avec le temps, si vous êtes un système à plusieurs rangées, ben, les branches du bas, quand ils ne voient pas la lumière, le pin rouge est intolérant à l'ombre, ben, vous risquez d'avoir plus de branches à la base. Pin sylvestre, c'est un pin avec le tronc orangé, c'est magnifique. Cependant, c'est les mêmes. Ce que j'ai remarqué cette année, on a eu de la neige, c'est des branches qui sont assez horizontales puis longues. J'ai beaucoup de mes branches de pin sylvestre qui ont cassé. Pas beaucoup, mais quelques-unes, c'est suffisant pour faire des dommages. Là, il est rendu 8h44. Je vais commencer tout de suite les arbustes pour l'agroforesterie. Pour les arbustes, on a les critères de zone de rusticité, tolérance à la sécheresse, saturation en eau, tolérance au sel de déglaçage, tolérance à l'ombre, parce qu'on les place souvent sous des arbres. La classe texturale, c'est comme tantôt. Le pH. pH, ça donne une idée, mais c'est assez rare qu'on utilise ça au champ. Là. Des fois, on fait des analyses de sol. Il n'y a pas vraiment au niveau des arbres, des abacs là, qui nous permettent de dire tel arbre il pousse mieux qui pousse mieux dans tel pH. Ou, c'est pas comme les cultures où on a beaucoup plus de compétences là-dedans. Le drainage, vous savez comment l'évaluer au champ. 24 à 48 heures après une pluie, vous allez au champ, puis si c'est tout égoutté, ben, le sol est sec, ben, ça veut dire que ton drainage est rapide. Mais si jamais il y a encore plein d'eau, ben, ton drainage est mauvais. C'est une façon simple de l'évaluer.
La croissance des arbustes est intéressante, 0 à 5 ans. Hauteur à maturité, une maturité qui peut venir assez vite. La période de floraison, très intéressant. Moi, j'essaie de varier ma période de floraison pour avoir des fleurs tout l'été. Pourquoi? Ben, dans certains cas, ça permet de garder nos insectes pollinisateurs. Puis une chose qu'on va regarder aussi, c'est la comestibilité des fruits. La mélanchée du Canada, c'est un des premiers qu'on a planté quand même pas mal de ça. C'est un arbuste qui est assez grand. Le fruit est très bon. J'ai pas eu beaucoup de succès pour la production fruitière dans mes haies. Je ne sais pas pourquoi. Alors que les amélanchés naturels qui poussent à côté sont très beaux. Ceux qu'on a mis dans nos haies, le fruit avait tendance à sécher. On n'a peut-être pas les bons clones. Il y a toutes sortes on n'a peut-être pas les bonnes variétés, mais il y a d'autres amélanchés comme celui à feuilles d'onde, qui est moins haut, 4 mètres de haut. Là. Ça, c'est le Saskatoon-berry. Puis ils avaient la mélanchée glabre aussi, qui est un peu plus gros. Ça aussi, on en a dans le Kamouraska qui sont intéressants. Mais les amélanchés, en tout cas, j'ai été un petit peu déçu pour la production fruitière. L'argousier, oui, une bonne production fruitière. C'est un arbre, par exemple, qui peut avoir des épines, mais il y a des variétés sans épines. Très beau durant l'hiver, mais ça prend un mâle pour 7 femelles si vous en plantez. Donc, c'est important à retenir ça. L'aronia, dans l'étude on a fait une étude à l'époque entière, de 2004 à 2008, où on a testé 10 arbustes différents en haie. Puis l'aronia est celui qui est sorti le mieux au niveau de la quantité de fruits. Très robuste. Vous voyez, c'est en bande riveraine, pas trop ici, pas trop entretenu. Malgré ça, on avait une super rentabilité. Caragagna, dans les sols sableux, facile à tailler. Quand il est plus beau, tu le rabats. Un peu comme la plupart des arbustes, mais je trouve qu'il y a un certain intérêt au Caragana là, dans les sols sableux. Dans l'Ouest canadien, il en plante 7 à 8 millions il en plantait dans le temps, 7 millions d'arbres. C'est très résistant aux conditions de l'Ouest canadien. Céphalanthe, c'est un arbuste qu'on a rajouté au fil des ans, 2 mètres de haut, il est robuste, puis il tolère les sols humides, puis il fleurit assez tard. Donc, je le trouve intéressant, le céphalanthe. Lilas duveteux, on l'a utilisé pour remplacer le lilas commun, parce qu'il hydrageonne moins, mais sa floraison est moins intéressante, moins spectaculaire que le lilas commun. Noisetier américain, on a planté beaucoup de noisetiers dans nos haies, on espérait avoir des fruits. On en a eu quelques-uns, mais pour bien faire, là, c'est plus en plantation, là, où il y a plusieurs rangées, une à côté de l'autre, puis ils peuvent se fertiliser entre eux autres. Là. Pas se fertiliser, mais on appelle ça, que les fleurs peuvent être ensemencées par les autres à côté. Mais il reste qu'en brise-vent, comme brise-vent, il est très beau, par exemple. Mais espérez pas, si vous plantez juste une haie, d'avoir beaucoup nécessairement de noisettes. Potentier, c'est un autre petit arbuste, un arbuste buissonnant, floraison durant l'été. Pas compliqué, très beau. Physocarpe, lui, c'est le plus robuste de tous nos arbustes. Aucun doute avec ça. Là. C'est un winner pour l'instant. Mais ça peut changer. On disait la même chose des frênes en 85, 90, 95. Ah, le frêne, c'est un winner, c'est le meilleur en haie, mais voyez-vous, il est arrivé la grille du frêne. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Soyons humbles. Mais c'est sûr que pour l'instant, quand je plante du physocarpe, je sais que ça va bien pousser. Je sais que je n'aurai pas beaucoup d'interventions à faire dessus parce que j'aurais pas besoin de le rabattre au bout de 5 ans comme avec les sureaux ou avec d'autres arbustes qui deviennent moins beaux avec le temps. Vous avez le rosier. Souvent, on prend le rosa blanda, mais il y a le rosa rugosa qui est intéressant aussi. Ça a tendance à s'étendre un petit peu, mais par contre, ça amène des super fleurs. Les pétales sont comestibles, le fruit est comestible aussi. Le saule, ben, on en a planté beaucoup autour des bâtiments parce que c'est une espèce à croissance rapide. Ça, c'est une rangée qui avait 8 ans. Puis là, le propriétaire qui est ici me dit, André, voudrais-tu me couper ça parce que je trouve que ça prend trop d'espace?
ben, juste me le tailler. Fait que ce que j'ai décidé, je l'avais rabattu à la place. Puis on a récolté des balles de saule avec ça, mais il est facile à rabattre. Puis je vous conseillerais le saule autour des bâtiments, rabattez-le aux 5 ans. Sur le rang, là, on peut planter ça en bouture. Je plantais une bouture au mètre sur une rangée, ou des fois, je plantais ça en rangée double. Mais c'est intéressant parce que ça coûte pas cher. Les cultivars de saule qui sont recommandés par Francis Allard sont les suivants, là. On utilise beaucoup le Miabiana, les trois clones qui sont ici, puis des cultivars américains aussi. Salix Vignalis, on en a planté beaucoup. En fait, c'est un des premiers qu'on a planté. Moi, la première fois que j'ai planté, c'est en 1986. Mais s'il y a de la cicadelle, ben, ça peut être problématique. La spirée, on en retrouve beaucoup en nature. C'est pas très haut, encore un arbuste buissonnant. Belle floraison. Le sureau blanc, ben, le fruit est intéressant. Mais on a remarqué qu'avec le pays, ben, il a tendance à mourir assez vite. Ben, c'est pas nécessairement juste le pays, il faut le rabattre. Quand je le rabats, il va sortir et il va être très beau. Mais quand on le rabat, si vous avez mis une collerette, ben là, il va falloir que vous ouvriez votre plastique un peu pour que les drageons à la base du sureau puissent voir la lumière. Sureau rouge aussi, ça peut être intéressant, ça ajoute une diversité, mais le fruit n'est pas comestible. C'est probablement une des fleurs les plus rapides à sortir au printemps. Les viandes, c'est encore une fois c'est des valeurs assez sûres. Le viande cassinoïde, lui, est très, regardez comme il est beau la couleur à l'automne. Très, très beau. Viande lantana, c'est un autre très robuste ça, que j'utilise de temps en temps. Euh, Rien de particulier, pas un fruit comestible, par exemple. Viande dentée, on en a planté en terre noire, on en a planté un peu partout. Assez résistant aussi. Le lantago, ben là, on parle d'un arbuste qui est plus haut. Il peut atteindre 5, 6, 7 mètres de haut. Euh, mais qui pousse bien, qui est intéressant. Des fois, on cherche à avoir, comme je dis tantôt, des arbustes buissonnants, puis des arbustes un peu plus hauts. Fait qu'on on va essayer sur une rangée des alternés. Viande trilobée, ce qu'on appelle le pimbina. Écoute, ça aussi, c'est intéressant. Il peut y avoir des maladies là-dedans, mais regardez comme c'est beau. Ça, c'est en bande riveraine qu'on avait planté ça. Avant d'aller à l'implantation, je vais peut-être prendre une petite pause de 10 minutes, si vous permettez, juste pour aller boire de l'eau. Puis je vous reviens, je ne sais pas ce que tu en penses, Cécile, Catherine. Oui, oui, on te refuse pas, on te refuse pas de pause. Parce que là, Je pense que finalement, là, je suis pas mal dans mon temps, même qu'on va avoir le temps d'en masse de questions après. Oui, ben, dans le fond, André, il y a déjà des questions sur les différentes espèces que tu as présentées. Est-ce que tu voudrais Oui, qu'on prenne on quelques aurait le questions tout temps de d'y suite avant répondre la pause? Comme ça, après la pause, si vous permettez. oui, on permet. Donc, il est À 9 heures, mettons. 9h53. On se retrouve ici à 10h pour les questions et OK, la suite. merci. À tantôt. À Désolé. tantôt. Oui, bonjour. Donc, je vais recommencer. Je vais recommencer avec les premières questions qu'on a eues. Euh, Est-ce que il y a des contre-indications avec certaines espèces par rapport aux noix et les animaux d'élevage? Est-ce que tu Oui, sais? mais c'est ça. En fait, c'est vrai que les glands de chêne, OK, peuvent être à l'origine de troubles digestifs là, pour certains animaux d'élevage. Mais parce que les bovins sont assez curieux. On n'a pas. Écoute, il y a des espèces comme l'érable rouge aussi, les feuilles d'érable rouge pour les chevaux. Je pense qu'il faut aller voir dans la littérature là, qu'est-ce qui est dit là-dessus. Là. Je pourrais en parler plus longtemps, là, mais il reste que les cerisiers aussi, le feuillage, les pousses, les écorces peuvent être toxiques. Les rabat-gigas, les samarres sont toxiques pour les chevaux. L'érable rouge, comme je dirais, feuillage automnal. Les chênes, certains glands sont toxiques pour le bétail. Le noyer nord, on s'est aperçu que les copeaux en litière étaient toxiques pour les chevaux. Puis les rejets de robinier faux acacia étaient toxiques aussi pour certains animaux. Fait qu'il faut voir selon ce que vous avez comme animaux.
Puis, mais de façon générale, le bétail aime ça, les végétaux ligneux. Ça peut être intéressant aussi pour leur alimentation. Mais il faut vraiment vérifier, comme je vous dis, là, Mhm. je ne sais pas si ça répond à ta question, Mario, là. J'ai l'impression, André. Donc, en fait, ensuite, on avait une question par rapport aux pollinisateurs. Donc, on sait, par exemple, que les érables rouges, il y a une bonne Ouais, floraison au printemps. Les ouais. tilleuls aussi qui est intéressant. Est-ce que tu aurais d'autres Ben, il y a des saules qui sont conseils? très intéressants. Il y a beaucoup d'espèces d'arbres au printemps qui sont intéressants pour la pollinisation. Ça, je vous conseille vraiment d'aller voir dans le tableau à quel moment. Ah, ça, c'est plus dans les arbres. Les arbustes, les arbres, on n'a pas Dans, mis la floraison. dans les arbres, Ouais, André, dans les arbres, écoute, là, vite de même, là, il y a beaucoup de peupliers aussi tu sais, qui ont tendance à avoir des fleurs au printemps. Euh, je pense que c'est d'aller voir quand est-ce que l'arbre fleurit, là, si vous allez dans des guides, là, puis s'il fleurit assez tôt, donc ça va être intéressant. OK. Ah oui, pardon, tu voulais dire que dans le tableau que tu nous as mis, ça parlait surtout de la floraison des arbustes, c'est ça? On n'avait pas introduit la floraison des arbres, mais Mhm. effectivement, moi je sais que les bouleaux aussi peuvent être intéressants au printemps, là. Mhm. Les, OK. les saules, ça c'est sûr. Peupliers, tout ce qui fleurit au printemps est intéressant. OK. Ensuite, on avait des questions par rapport au genévrier. Ça nous a un peu surpris parce que, Ben, on en fait, trouve j'en que ai c'était pas très planté bien beaucoup pour... Personnellement, j'en ai pas planté beaucoup, mais quand on cherchait une alternative, on nous disait qu'il était moins sensible aux cerfs de Virginie que le chevreuil. Je ne sais pas si vous autres, vous avez expérimenté ça, mais Mais notre inquiétude, c'était surtout par rapport aux maladies. On s'est fait dire que ouais. c'était maladif puis qu'il fallait essayer d'éviter. Ben, mais tu sais, on n'en plante pas des grandes quantités, là. Je sais pas. Si on vous a dit de Mhm. l'éviter, ben évitez-le. OK. Mais moi, je vous dis que, écoute, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'était à Berthierville, les plus beaux aménagements. J'en ai vu aussi dans le coin d'Argenteuil. Euh, mais est-ce qu'il y a une Mhm. espèce parfaite, là? Mais est-ce que c'est problématique pour les autres, pour les fruits à côté? C'est pour des. Non, je pense pour les arbres comme tels qu'on planterait qui dureraient pas longtemps dans le temps. Ouais. Mais peut-être aussi, ça dépend aussi Ça dépend du des secteur variétés, aussi. de la source, ou de la provenance. Tu sais, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer là-dessus. Mais il reste, à un moment donné, on n'a pas une grande palette de végétaux au Québec, là. Ici, Mhm. parce qu'à un moment donné, c'est sûr que des fois, on peut prendre des chances, là. Ouais. Ensuite, par rapport au sureau, parce que comme tu disais que ça doit retiger vers la base, est-ce qu'on serait peut-être mieux Mais de en plus fait, mettre de collerette? moi, ce que je trouve intéressant, quand vous plantez des arbustes en pot d'un gallon, ou des arbustes qui sont assez gros, euh, peut-être qu'on n'a pas nécessairement besoin de mettre une collerette, là. Cependant, si vous plantez en plus petit contenant, si vous ne mettez pas de collerette, ce que j'ai vu dernièrement, ben, c'est qu'il n'y avait pas mis de collerette. Les physocarpes étaient corrects, là, mais il y avait d'autres arbustes là, qui ont vraiment eu plus de misère parce qu'il n'y avait pas un développement aussi rapide. Dans le cas du sureau, c'est vrai que lui, le sureau, il a besoin, le dragon, de voir la lumière. Mais j'en ai vu avec des collerettes qui se débrouillaient bien, mais on avait un peu, c'est vrai, on les avait rabattus au bout de 5 ans. OK. Ensuite, on avait des questions par rapport à des espèces en particulier là, pour mettre en bande riveraine. Est-ce que tu aurais des commentaires sur le caragana et sur le sorbia sorbifolia? Parce Ben, que, par exemple, le caragana, on dit que c'est peut-être envahissant pour les milieux naturels. moi, je n'ai pas eu de problème d'envahissement par le cariana, je l'ai planté pas mal. Puis tant qu'au sorbère à feuilles de sorbier, lui, il est plus envahissant, mais il peut être intéressant des fois quand on le plante en stabilisation, là, ou une place qu'on a besoin que ça s'épande, là. Euh, écoutez, Est-ce ça- que, est-ce que je je pense pas que le pourrais. Carolina ait un problème d'envahissement. Ça, je peux vous dire que OK. j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça, moi, personnellement. Puis dans l'Ouest canadien, ils en parleraient, ils en ont assez planté. Vas-y, Marie-Pierre, si tu veux préciser. Ouais, ben, c'est moi qui ai posé la question. C'est qu'en fait, en faisant des recherches pour un projet, puis le Caragana que j'utilise, ça sortait comme dans l'Ouest canadien sur une page web que c'était comme l'ennemi des arbres, genre comme là-bas. C'est comme ça en aurait été comme un problème parce qu'il y aurait Mm. des problèmes d'envahissement de Mais tu sais, Caragana. ils en ont tellement planté, là. Ils en ont planté. Comme je te disais, ils plantaient 7 millions par année de caragana, là.
OK. Peut-être qu'à un moment donné, si on a un problème d'envahissement, ben nous, on en plante un ici et là. Quand on fait un aménagement, on va avoir 300 mètres, 500 mètres, on va en planter peut-être 25. Là. Je n'ai pas aucun problème avec l'envahissement du Caragana. OK, cool. Puis même chose pour le Lui, il est plus envahissant, mais il est super beau. Puis une belle floraison. Mais quand on est en milieu où il y a des cultures, ben, on va labourer de chaque côté souvent. Puis avec le pays plastique, ça restreint un peu l'envahissement. Parce que mon idée avec celle-là, c'est pour un projet que j'ai justement, que je suis en train de travailler dessus, c'est le fossé est rempli de fragmites. Puis là, OK. on aménageait d'un côté des arbustes plus hauts, puis l'entretien du cours d'eau doit se faire d'un côté. Donc, de l'autre côté, on allait avec quelque chose de plus court, mais il faut que ça soit quand même vraiment tough parce que là, c'est en milieu hostile. On s'entend, c'est en Ah, riveraine, c'est cultivé, c'est en plein vent. Puis, en plus, s'il y a un entretien du cours d'eau, ça va être fait de ce côté-là. Fait que je me demandais, y aurait-tu des risques pour le champ? Effectivement, que c'est conventionnel, là, le sol est travaillé, il y a des herbicides, moi, mais ça ne m'inquiéterait pas trop. non? OK. Mais je n'ai pas planté beaucoup de ça. Là. Je dirais que le physocarpe, je n'ai planté plus, là, qui lui est très tough. Là. Puis il est très tough à résister à la compétition aussi, le physocarpe. J'en ai planté avec du saule sur une même rangée. C'est un des rares qui résistait à la compétition du saule. Fait que, si tu as besoin de quelque chose qui est très tough, mais à un moment donné, ça prend plus qu'un genre aussi. Là, tu ne peux pas faire un aménagement juste d'une espèce. Là. Fait que ça Merci. pourrait être intéressant d'essayer avec le physocarpe. Parfait, donc ça fait le tour pas mal pour les questions pour l'instant. Vous pouvez continuer à en écrire dans le chat, puis André, Oui, oui, tu puis peux, écoutez, peux on y n'a aller. pas. Au niveau du choix des végétaux, là, quand on a commencé, on ne connaissait même pas comme il faut les arbustes. Là, avec le temps, on a vraiment fait des essais, puis il y a des nouveaux arbustes qui rentrent. Il y a des arbres, on n'a pas eu de succès, mais la provenance est tellement importante, la provenance. Là. Des fois, on ne se soucie pas assez de ça. On va acheter un arbre en pépinière, on ne demande pas nécessairement d'où ça vient, ça. Ça vient-tu de la région? Les fruits ont été récoltés. Où est-ce que ça vient des États-Unis? Fait que des fois, tu as des surprises, tu as des choses qui ne marchent pas, mais tu ne peux pas généraliser à partir des erreurs que tu as faites, en fait, parce que c'est peut-être une question de provenance. C'est peut-être une question du sol aussi. Tu sais, l'autre fois, quelqu'un me disait ah, telle espèce, ça pousse plus vite que telle autre. Oui, mais je dis, t'es dans quel sol? Ici, on a fait des essais, on est dans l'argile, on a planté chêne rouge avec épinette. Ben, je vais vous dire, c'est une argile, c'est drainé souterrainement, là, mais quand même, c'est une argile à Kamouraska. Puis, le chêne rouge s'est fait manger au bout de 20 ans. Là. Ils sont encore là, ils ont poussé, mais l'épinette a complètement embarqué. Alors, dans un sable, l'ombre sableux, ben là, le chêne a complètement mangé l'épinette. Fait que, il faut faire attention avec ça. Je suis pas sûr. Il n'y a jamais assez d'exemples. On manque de banques d'exemples. C'est ce que je disais à Cécile. Ça serait le fun si on avait des banques d'exemples que les gens puissent se faire une idée. Puis le sol, c'est fondamental. Le sol, le drainage, puis la texture, là, c'est fondamental. Je pourrais vous en parler longtemps. Parce que c'est ça. On va aller à la. On va se garder un petit peu de temps pour les questions à la fin. Est-ce que vous voyez mon. Oui, mais tu peux le remettre en format diaporama, parce que pour l'instant, on voit comme le PowerPoint puis les prochaines. Là, tu peux le remettre comme un... Là, c'est correct? Non, pas encore. Ah non, attends, je viens de le faire. Je vais aller voir ce qui se passe. Là, je suis dans le chat, il faudrait que je sorte de là, puis on dirait que j'arrive. Si je suis comme ça, je vais aller partager. Je vais arrêter le partage, puis je vais repartager. Ben, si tu cliques sur... OK. Parce que je l'avais. Là, ça va être bon. Ah ah, parfait. On s'entend bien, hein? Maudit qu'on s'entend. Bon, l'implantation autour des bâtiments d'élevage, ce qui est intéressant des fois, puis ce qui n'est pas intéressant d'autres fois, c'est souvent on n'est pas nécessairement en milieu cultivable. Ce n'est pas nécessairement en zone cultivable. Souvent, ça l'est. Ce qui fait que ça va avoir des impacts au niveau de la préparation de sol, de la plantation puis de l'entretien. Préparation de sol, ben, dans certains cas, il y a besoin d'un fauchage avant de partir.
pas toujours le cas. Il peut avoir besoin d'un nivellement, d'épièrement. Je vous dis, des fois, on tombe dans des sols. Les gens, ils ont fait la fosse, ils ont tout enlevé. La terre, les roches, ils ont tout envoyé ça à côté. Puis là, nous autres, on arrive là, puis c'est là qu'il faut installer notre haie. C'est pour ça qu'il faut pas. T'es mieux d'y aller l'année avant la plantation pour aller voir qu'est-ce que ça a l'air le sol avant. Y a-tu bien de la roche? C'est-tu tout croche? Est-ce qu'il va falloir qu'on nivelle? Ça m'est arrivé d'être obligé de niveler à des places. Des fois, le sol est tellement dur que ça prend un sous-solage. Puis ça, le sous-solage, là, ça se fait pas n'importe quand, là. Ça se fait à l'automne, quand le sol est sec, précédant la plantation, parce que sinon, l'action de ton sous-solage ne sera pas bon. Puis le travail primaire et secondaire, le déroulage, puis un semis de couverture, si c'est nécessaire. Ben, ça, c'est le labour, herçage, on en parle souvent. Généralement, dans cette période-là, est-ce qu'on va avoir besoin de fertilisation? Dans les terres cultivées, pas nécessaire généralement. Les végétaux poussent très bien. Cependant, on peut ajouter du compost dans les sols très sableux. Des fois, ça peut être intéressant. Puis s'il y a des cours d'eau, ben, il faut respecter la réglementation. Moi, j'ai essayé toutes sortes d'affaires de fertilisation. C'est l'eau qui est le plus important, finalement. Je m'aperçois d'une chose, là. De plus en plus, on a comme on plante, puis c'est sec au mois de mai. Je sais pas si vous avez remarqué ça, là. Je faisais pas ça, mon irrigation, mais là, je suis obligé d'en faire maintenant. La profondeur ici, 15 cm, c'est pas mal bien quand tu arrives avec ça. Tu peux faire ça, ou tu peux faire, tu déroules ensuite, ou tu peux faire les deux simultanément. Je l'avais mis, mais je l'ai perdu. C'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi. Hey, vous allez m'excuser, hein, parce que je suis dans le mauvais diaporama. Tantôt, j'ai ouvert quelque chose, puis je m'excuse. J'ai ouvert le mauvais diaporama. C'est ici que je suis. Je vais revenir. Est-ce que vous voyez le nouveau? Je vais être obligé d'arrêter le partage parce que j'ai. Vas-y, André, prends ton temps. Puis Non, sinon, c'est juste parce que tantôt, pour ouais. répondre à la question de Mario, je vais aller voir une autre de mes présentations que j'avais faites sur les bovins. Pas de souci. Fait que là, j'arrête le partage, là, puis je vais. OK. Maintenant, je vais retourner ici. Tu parles d'une affaire. C'est la première fois que ça m'arrive une affaire de même, mais c'est quand même. Il n'y a pas de souci, Il y a André, toujours, prends ton temps. il y a toujours une première dans la vie. Ça, c'est lequel? Ouais, c'est lui, il faut que je fasse ça. Mais c'est quand même pas, dramatique, mais je montre C'est parfait, l'appel. là, on voit bien. Là, je montre ça l'appel parce que c'est tellement important avant d'aller voir un site, d'aller voir qu'est-ce que le sol a l'air avant. Les pires affaires qui me sont arrivées autour des bâtiments, là, c'est que les gens me disent, hey, ils m'appellent au mois de février. Hey André, j'ai besoin je veux implanter ça ce printemps. Ouais. Là, tu arrives au printemps, tu arrives avec ta machinerie pour faire le travail. Puis là, oh boy, c'est dégueulasse. Le sol est vraiment pas beau. La texture, la compaction, la profondeur, le drainage, la présence de roches. Autour des bâtiments, on ne fait pas nécessairement des grandes distances non plus. Ça va avoir un impact là, sur qu'est-ce qu'on va choisir comme méthode. T'sais. On va-tu faire le paillet déroulé en longueur ou le paillet individuel? Comme c'est pas des grandes. Quand c'est possible de le dérouler en longueur, c'est sûr que c'est plus facile. Mais c'est pas toujours possible. Puis si je m'aperçois avec ma pelle que ça rentre super bien, puis que je regarde la végétation qui pousse autour, puis il y a de la végétation en masse. Ça veut dire qu'il y a une certaine fertilité. Là. Fait à ce moment-là, je vais y aller peut-être avec le paillet individuel. Si c'est le paillet en longueur, ben, c'est ce que je disais tantôt. L'amendement organique, on en parlait tantôt. Le déroulage, ben, c'est très important. Vous voyez, ici, Marie-Christine, c'est un exemple, le sol n'était pas bien meuble. Ben, on est obligé de renchausser à la pelle de chaque base. C'est une méchant travail. Donc, très important la préparation du sol. Ici, j'ai Éco-Alternative, ils ont été généreux, ils m'ont donné une photo de ce qu'ils ont développé. C'est une machine qui va préparer le sol, rotoculter, et ensuite, on déroule simultanément, ce qui est très intéressant. On apprend toujours quand on va dans les journées. Hein. Ça, quand je suis allé dans la journée au 18 mars avec Pro Conseil, j'ai été chanceux de rencontrer des gens qui font des choses intéressantes. La plantation, ensuite, ben, c'est ça. On fait un trou dans le pays, on met la collerette. Si pas de collerette, comme je vous dis, vous voyez, j'ai vu un projet l'autre fois, je faisais une analyse de différents pays, puis il n'y avait pas mis de collerette, c'est très embêtant. Là. Ici, tu essaies d'enlever les mauvaises herbes, ben, tu as des chances que l'arbre vienne avec. Tu sais, c'était du 45 invités qu'il avait mis. Là. C'était pas des pots, des arbres d'un gallon.
Mais si vous mettez des petits arbres, vous n'avez quasiment pas le choix de mettre une collerette. Après la plantation, on peut faire lancer un semis de graminées de trèfle en bordure du pays. Mais si vous voulez faciliter la fauche, organisez-vous pour que le sol soit bien nivelé. Sinon, passer avec un tracteur, ça peut être moins agréable. Puis prévoir aussi l'espace pour l'équipement entre les rangées. Le pays individuel, ce que j'aime des fois, c'est que je peux planter rapidement au printemps. J'exige moins de préparation de terrain. Puis des fois, quand on prépare le terrain, on ramène en surface des mauvaises herbes, tout ça. Fait que, pour les petites superficies ou les terrains, il y a des contraintes pour le passage de la machinerie. Là, ça peut être intéressant. Puis vous voyez, nos collerettes qu'on plante, c'est 4 pieds par 4 pieds ici, là, 1,3 mètres par 1,3 mètres. Puis on prend 9 broches pour les tenir. C'est quand même d'ouvrage. Vous allez dire, c'est beaucoup 9 broches, mais on ne prend pas de chance. Puis les broches qu'on utilise, ce pas des broches de 15 cm comme pour les petites collerettes. C'est des broches plus longues, 20 cm. Ça permet de rejouer, parce qu'il y a du chaume des fois ici, puis avant d'aller assez profond pour être sûr que ça ne relèvera pas ou bien que ça va tenir comme il faut. Je vous conseille ces broches-là, sont un peu plus chères, mais c'est ça. On a essayé toutes sortes de pays au fil des ans. Le pays cartonné que Domtar, c'est ça, Cascade plutôt, nous avait fourni. Ça a marché pour un an, mais ça s'est dégradé après. Là. On veut avoir un pays qui dure au moins 3 ans. Le noix de coco, c'est intéressant, mais c'est bien trop petit. 34 cm, laissez-moi vous dire que ça va être envahi, ce ne sera pas long. Là. Le BRF, c'est intéressant aussi quand tu as des petites surfaces. C'est pour ça qu'autour des bâtiments, des fois, ça peut être intéressant. Cependant, il faut vraiment que vous en remettiez. Je ne suis pas sûr qu'au bout de 2 ans, là, ça dépend de l'épaisseur que tu as mis, tu n'es pas obligé de retourner pour en remettre. Puis on dit généralement là, 1 mètre carré à la surface, en dessous du plaque, qui soit dégagé de mauvaises herbes. Ici, c'est un essai de pays biodégradables après 2 ans. Ça, c'est 2 pays biodégradables. Nous, on a comparé la croissance des végétaux, de certains végétaux, pas de tous, là, mais sur pays biodégradables et sur pays conventionnels. On n'a pas vu de différence au niveau de la croissance. Au niveau du taux de mortalité, on avait peut-être 10 après 2 ans de mortalité ici. Sur les pays biodégradables, on avait 5 sur le pays conventionnel qu'on utilise. Le problème avec ces pays-là, c'est que 2 à 3 fois plus cher. Il faut y penser. Ben, Prime Vert, vous êtes au courant, vous avez des subventions 70 à 85 pour les places et devis, ils ont augmenté les subventions. C'est un peu mieux. Pour les coûts d'implantation aussi. Puis les arbres, maintenant, sont rendus à 12 au lieu de 9 comme c'était avant. Ça, on peut dire que c'est intéressant. Quand vous faites une plantation, là, il y a toujours bien du monde à la plantation, on dirait que c'est comme si c'est ça. Il y avait quelque chose de noble à planter un arbre. Mais quand on l'entretient, on est pas mal tout seul. On perd de nos planteurs. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais l'entretien, c'est fondamental. Les principales activités, c'est celle-ci. Désherbage, remplacement des arbres. On va les prendre un par un. Le désherbage. Vous voyez ici un exemple. Quand je vous dis que c'est important de désherber au pied de l'arbre, ça, c'est des noyers noirs dans le sud de l'Ontario, plantés en même temps. Là. En même temps. Ils ont 4 ans ici, ils ont 4 ans là. Ici, on a passé à la tondeuse à côté, mais on a gardé le tapis végétal au pied. Le tapis végétal au pied, c'est une éponge, ça ramasse, ça boit l'eau. Fait que. Puis quand on a redésherbé plus loin, là, on avait redésherbé, M. Van Alten, les noyers avaient bien poussé. Fait que juste un fauchage au pied, là, c'est juste bon pour encourager les mauvaises herbes qui poussent. Là. Puis l'eau, elle ne se rend pas. Si vous plantez des épinettes, ça va être moins grave. Mais des arbres qui ont besoin d'eau, qui ont des exigences comme certains comme les feuillus, généralement, eux autres, vous avez besoin de désherber 1 mètre carré au pied. Mettez ce que vous voulez comme paillis, là, mais 1 mètre carré. Et assurez-vous que ça dure au moins 3 ans. Puis le fauchage, ben, généralement, c'est facile. Je recommande maintenant un fauchage plus tard parce que dans notre strate herbacée, vous avez plein d'insectes utiles. Fait que, si c'est possible de désherber
surtout dans un pays, c'est pas trop grave qu'il y ait un peu de mauvaises herbes de chaque côté. Juste, par contre, ce qu'il faut éviter, c'est que si vous avez de couper les mauvaises herbes qui peuvent être nuisibles pour les cultures avant qu'ils deviennent ou en graines, là, qui va se répandre partout. C'est ça que je recommande. Parce que on a remarqué qu'il y avait beaucoup de carabes et toutes sortes d'affaires dans cette strate herbacée-là, très intéressantes. L'irrigation, je vous en ai parlé tantôt, l'arrosage des plants, c'est super important. À la plantation, maintenant, quand je plante des arbres en pot, je ne sais pas si vous le faites, vous autres, mais on a généralement, avant d'aller au champ, ben, quand c'est juste à côté, on reçoit les arbres chez les propriétaires, chez l'entreprise. Là, on a des barils d'eau, puis je trempe mes pots d'un gallon jusqu'à capacité au champ. C'est-à-dire jusqu'à temps que l'eau, tu vois qu'il ne peut plus en prendre. Là. Ça, là, puis là, je vais planter après, tout de suite. Ça, j'aime bien ça, faire ça, parce que j'ai pas besoin d'arroser dans le champ. Pas besoin de traîner de quoi, je l'ai fait avant, puis mon plant, il ne manquera pas d'eau pendant un bout de temps. Mais si jamais il y a un mois, 2, 3 semaines qu'il n'y a pas d'eau, que ça devient sec, ben là, il faut irriguer. Faut donner de l'eau. Puis il faut en donner en masse. C'est pas juste une petite shot d'eau. Il faut vraiment que ton sol soit, je vous dirais, au moins un bon gallon d'eau par arbre ou arbuste. J'avais les données exactes, mais je ne me souviens plus, mais il ne faut pas avoir peur de bien arroser parce qu'on ne repassera pas nécessairement toutes les semaines. Mais dans certains cas, je vous dis, c'est super important, ça, l'irrigation. Le remplacement des arbres morts. OK. Ça, j'attends généralement 2 hivers. Avant ça, dans certains projets, j'y vais tout de suite après la première année parce qu'on a un contrat. Des fois, on assure on a un certain pourcentage qu'on assure le remplacement. Là. Mais idéalement, dans certains projets, d'attendre 2 ans, que passer à travers 2 hivers, ça veut dire qu'il devrait être pas pire. Puis quand on va, ici, dans ce cas-là, ça faisait plus que 2 hivers, on est repassé, je pense que c'est 7-8 ans après la plantation. Bien, c'est évident qu'on ne peut pas replanter des petits arbres, on plantait des arbres un peu plus gros. Là. Protection contre les rongeurs, vous avez naturellement la spirale de plastique qui est la plus utilisée généralement, mais on peut aussi peinturer la base des troncs avec un répulsif, là, avec du tyrane ou autre chose. Cependant, cette peinture-là, il faut que tu fasses ça quand il fait chaud. Il faut que tu en mettes des fois 2-3 couches la première fois. Mais pour ça qu'on préfère mettre la spirale. La spirale, elle peut être réutilisée en plus. Mais cette spirale-là, j'en ai vu des gens qui laissaient ça tout le temps. Ils oublient de l'enlever à un moment donné, puis ça annelle l'arbre. Ce qu'on fait quand on fait le désherbage les premières années, c'est qu'on passe notre doigt entre la spirale et le tronc pour donner une chance pour ne pas étouffer l'arbre. Ici, vous avez une photo de Cécile qui est très photogénique. On se demande souvent 120 ou 180 pour les protecteurs à chevreuil. On se demande aussi, est-ce qu'on prend une rod de métal? Ça, c'est des questions qui sont, vous avez des réponses variables dans le champ. Alain Colgastro, qui est ici, lui, il me recommande de prendre des 180 cm. Il y en a d'autres qui disent, prends du 120 puis tu le relèves, parce que sinon, l'arbre, il pousse trop en orgueil parce que on dit qu'un arbre pousse en orgueil parce qu'il développe beaucoup de feuillage, mais pas de tronc, de diamètre. Quand tu enlèves le protecteur, tu es obligé de garder la tige pour assurer un tutoriel à l'arbre. Tu peux aussi planter des arbres comme Giulio Neri ici avait fait dans un projet autour des bâtiments. On plantait des gros arbres. On n'avait pas tant que ça à planter. Ça fait que je trouvais ça intéressant. Tu n'as pas de protecteur à chevreuil à mettre. Ça coûte plus cher. C'est à peu près 9 fois plus cher, je vous dirais, au niveau des coûts d'implantation. Par contre, moi, je trouve que ça peut être intéressant. Là. Est-ce qu'on avait besoin d'être si serré aussi au niveau des grands feuillus ici? Peut-être parce que ça coûte cher. Là. Dans ces cas-là, où tu mets des grands arbres, tu es souvent obligé de les tutorer. Taille et élagage, ben, vous avez la taille de formation pour obtenir un arbre droit et solide. Puis ça, puis l'élagage pour limiter l'émiettement des branches dans les champs. Si vous avez des espèces à croissance à côté, que vous voulez favoriser la croissance, puis vos arbres à croissance rapide nuisent à la croissance des espèces compagnes, ben, vous devez élaguer les branches. Obtenir du bois sans nœud, écoutez, autour des bâtiments d'élevage, je ne pense pas que ça soit nécessairement un cas. Mais c'est aussi pour prévenir, si tu laisses des grosses branches à la base, ça peut casser.
C'est pas winner pour les feuillus. Un exemple de taille de formation ici, voyez-vous, le vent dominant est du côté de la flèche rouge en haut ici. Non, il est de l'autre côté. Il avait décidé de garder la branche qui était du côté du vent dominant parce qu'elle allait revenir droite après. Donc, ça, c'est vraiment pas long à faire avec un sécateur. Maintenant, on a plus des. Ça, c'est une photo qui date de 1984. 84, c'est vieux, là. Il n'y avait pas de sécateur électrique à ce moment-là. Mais voyez, ce qu'il faut, c'est que tu regardes, tu identifies ton leader et tu t'organises pour dégager les branches qui nuisent au leader. Quand ça vient plus haut, ben, ça coûte plus cher. C'est nous, 1 à 3 mètres, on avait des coûts. 3 à 5 mètres, c'est des coûts qui sont pas mal différents. C'est quasiment 2 fois plus cher parce que là, on est avec une échelle miroir. Tu n'as pas la précision que tu as avec un petit quand tu es à 1 à 3 mètres. Mais il faut le faire aussi. Ça, c'est un chêne ici qu'on taille. On garde la belle branche qui est là, on enlève celle-là. Les gagages des branches basses, ici, c'est un exemple avec le peuplier et l'épinette. Les branches de peuplier vraiment affectaient la croissance des épinettes, fait qu'on les a coupées. Les arbustes, lorsqu'ils montrent un signe de perte de vigueur ou qu'ils empiètent trop dans les champs, on conseille un rabattement, 5 cm au-dessus du sol, avant la reprise de la végétation au printemps. La fréquence de rabattement varie selon les espèces. On recommande aux 5 ans pour les sureaux et les saules. Je n'ai pas parlé de la fréquence pour la taille de formation et les lagages. Là. Je vous dirais, quand le pire qui puisse nous arriver quand on nous demande de tailler, c'est d'arriver d'un brisant qui a 10-15 ans. Là, cette année, ça m'est arrivé. J'arrive avec mon sécateur électrique, mes trucs. Je suis retourné chez nous chercher ma scie à chaîne. C'était l'enfer. Ça prend du temps. Puis là, il faut broyer les branches. Ça veut dire que toutes les branches qu'on a coupées, il faut les chipper. Si tu coupes des petites branches régulièrement, ben, tu peux prendre tes branches, les laisser au pied de l'arbre, ça ne fera pas de problématique pour le producteur. Mais là, si tu as des grosses branches, ben, tu n'as pas le choix de chipper ça. C'est d'ouvrage. Surtout que c'est plus subventionné maintenant. Vous avez intérêt à. Moi, je vous dis, aux 2 ans, là, vous passez, faites votre taille de formation. Taille de formation, c'est jusqu'à 10 ans à peu près que tu fais ça. Jusqu'à ce que ton arbre ait 3 à 5 mètres de haut. Là. Après ça, c'est de l'élagage. Puis de l'élagage, ben, aux 2 ans, tu n'auras pas de problème, même aux 3 ans. C'est d'autant plus les coûts sont faibles, d'autant plus que tu n'as pas des grosses branches à couper. Puis un arbre qui a cicatrisé une petite blessure, ça va être bien plus facile pour lui qu'une grosse blessure. Ça, c'est du regarni. On ne pense pas souvent à ça, là, mais lui, ce producteur, il l'a fait tout seul, je n'ai même pas dit. Il avait planté une rangée d'épinettes, une rangée de peupliers. Et là, il dit qu'est-ce qui va arriver quand mes épinettes, là, après les avoir coupé les peupliers, qui n'ont pas trop retigé, si vous remarquez, c'est spécial. Certains clones de peupliers retigent beaucoup plus que d'autres. Ça, c'est embêtant. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de rejet. Puis il a replanté une autre rangée d'épinette. Il ne s'est pas cassé la tête à faire plusieurs espèces. L'épinette, ça fait le job pour lui. Pas subventionné, il a fait ça tout seul. Là, je suis rendu, il est 10h30. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'implantation avant que je passe à l'analyse économique. Là. Ben, peut-être, André, je te dirais, finis ta présentation OK. pour être sûr qu'on passe au travers, puis on pourrait garder les questions à la fin, je pense. Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai pas pour longtemps, l'analyse Ouais. économique, mais on va prendre le temps de bien l'expliquer, par exemple. Oui. Quand j'ai commencé à implanter des haies au Québec, là, je ne me souciais pas de l'économique tant que ça. Je savais que ça avait. Mais plus ça a été dans ma carrière, plus que l'aspect économique est important. Parce que les gens, ils veulent savoir, ça vaut-tu la peine que je fasse un investissement puis dans combien de temps ça va me rapporter. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec Frédéric Lebel à l'ITA, puis avec d'autres économistes aussi, mais la vanne, c'est quoi? C'est la valeur actualisée nette sur 40 ans. Ça nous permet d'évaluer, c'est les revenus moins les coûts, ramenés en dollars constants en fonction de données de référence. Dans le cas ici, c'était 2021. En tenant compte d'un taux d'actualisation de 4 Ça, tu sais, l'économique, là, les gens me disent, ouais, c'est précis, c'est pas précis. C'est sûr que c'est une marge, mais ça donne, pour moi, c'est un outil supplémentaire pour le conseiller. Ça vous donne un ordre de grandeur. Mais il ne faut pas prendre le chiffre et dire, ben là, tu vas faire 40 000 dans 20 ans, partir avec ça, puis c'est sûr. Là.
Mais ça va vous donner une idée, ouais, mais quel facteur qui coûte cher, puis qu'est-ce que je pourrais réduire pour mes coûts, etc. Le délai de récupération, c'est la période de retour sur l'investissement, c'est la même chose. C'est le temps nécessaire. Bon, j'ai mis 2000 pièces dans le projet, mais combien de temps ça prend? Tu sais, les entreprises, là, eux autres, ils veulent des PRI, là, 3 ans, 2 ans. Ils ne veulent pas attendre 10 ans, 20 ans. Mais nous autres, en agriculture, c'est sûr que ça prend plus de temps, selon les revenus. Donc, c'est les deux facteurs qu'on va considérer. Notre hypothèse, on plante autour d'un bâtiment d'élevage. Notre haie, elle a 2 rangées. Elle est longue de 300 mètres. Là. 300 mètres par rangée. Il y a une rangée de conifères espacés aux 3 mètres, une rangée de feuillus d'arbustes aux 2 mètres. Puis, on a un espacement de 4 mètres entre les rangées. Ça, c'est dans l'hypothèse. Les revenus, on a des coûts de chauffage de 15 000 par année. Puis, le maximum de réduction qu'on va avoir, c'est 10 On a des coûts de déneigement de 3 000 par année. Puis, le maximum qu'on va avoir, c'est de 20 les coûts de déneigement. Ces réductions-là, on a développé un outil que je vais vous montrer tantôt. C'est variable en fonction de la hauteur des haies. Par exemple, les coûts de chauffage de 0 à 5 ans, on n'a pas d'impact. Même 0 à 10 ans, on n'a pas d'impact. Mais à partir de 10 ans, puis le logiciel, lui, est capable, il va dire, ben, les arbres, ils croissent de 0,5 mètres par année. Fait qu'il est capable de simuler quelles vont être les augmentations, les réductions de coûts de chauffage en fonction de l'augmentation de la croissance. Même chose pour les coûts de déneigement, mais les coûts de déneigement, on dit qu'après 5 ans, on a déjà un impact sur les coûts de déneigement. On installe des arbustes, les arbustes ont un impact. Les dépenses, ben, c'est les coûts d'implantation, planification, préparation de sol, pose de pays, plantation, installation des protecteurs à chevreuil. Ça, c'est subventionné à 70 Ça peut aller à 85 si vous êtes dans certaines conditions, là, mais on l'a pris à 70 pour notre simulation. Les coûts d'entretien, on va dire un fauchage des mauvaises herbes 2 fois par an, remplacement des arbres morts 1 fois, taille de formation et élagage des feuillus, protection contre les rongeurs et les brouteurs pour les arbres feuillus aussi, pas pour les conifères. Il n'y a pas de subvention à l'entretien. Perte d'espace cultivable, on s'est dit la haie localisée à 50 dans les champs cultivés, puis à 50 les champs ne sont pas cultivés. C'est-à-dire la perte d'espace cultivable est comme coupée en deux. On a fait une rotation maïs, soya, foin, là. C'est assez simple. Là. Je ne sais pas quoi ça tête. J'aurais pu prendre une rotation plus longue. Mais... Puis on utilise cet outil-là sur lequel on travaille, je vous dis, ça fait 20-25 ans que je travaille là-dessus, certain. 2005, je pense que j'ai commencé à travailler, à faire cet outil-là. Puis au fil des ans, on a eu la chance d'avoir des projets de recherche qui nous ont permis de le bonifier, de l'améliorer. Maintenant, on le garde en ligne. Là, on vient de faire une mise à jour là, en février dernier parce qu'il faut ajuster nos données économiques. Là. C'est ça qui est fatigant. Les données économiques, ça change tout le temps. Fait qu'il faut, les salaires, ça augmente, toutes sortes d'affaires. Les coûts du matériel augmentent. Fait qu'on essaie d'être à jour, mais ce qui est bien dans cet outil-là, c'est que vous pouvez, qui est disponible en ligne. Pour l'instant, il est disponible sur ce site-là. L'an prochain, il va être disponible sur le site de Bioptère parce qu'on ne veut plus, on veut plus garder ce site-là. Là. Il y aurait besoin de trop de. Ça coûte cher de garder un site comme ça en ligne. Fait qu'on a décidé qu'on aurait l'outil, puis toutes les affaires économiques, on va les garder, mais pas tout le reste. Parce qu'il y a du stock dans ce site web-là. C'est un site web qui a été conçu en anglais et en français pour la protection des bâtiments d'élevage, les bâtiments des bâtiments porcins pour l'Est du Canada. Donc, le tableau synthèse là, de ce que je viens de dire, ça, c'est avec les hypothèses qu'on a posées. Là. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse un rappel, mais on avait dit qu'on aurait une économie de coût de chauffage de 10 variable dans le temps, et une économie de coût de déneigement de 20 variable dans le temps aussi. Au niveau des coûts de chauffage, on avait prévu que ça coûterait 15 000 par année. Les coûts de déneigement, je me souviens plus, c'est 2-3 000 par année. Fait que vous voyez ici, par période de 0 à 5 ans,
on a les améliorations, c'est les revenus, les détériorations, c'est les dépenses, puis la marge. Puis cette marge-là, on va l'actualiser au fil du temps. Fait que de 0 à 5 ans, naturellement, c'est sûr que vous n'avez pas beaucoup d'amélioration. À partir de 5 ans, vous avez des réductions du coût de déneigement. À partir de 10 ans, vous allez commencer à avoir des réductions des coûts de chauffage. Fait que on dit que le délai de récupération, c'est 20 ans, puis qu'on a une marge qui va être positive là, dans cette période. Commence à être positive dans cette période-là. Donc, c'est quand même, pour un projet agricole, c'est intéressant là, quand même. Puis, on va séquestrer 237 tonnes de CO2. Ça, retenez ça parce que la prochaine étape, c'est si jamais je donnais une subvention de 20 $ la tonne de CO2, ce qui n'est pas énorme. Mario, avec Arbrévolution, il donne probablement plus que ça. Mais en donnant 20 $ la tonne au moment du début du projet, ben, le délai de récupération tombe à 1 an. C'est vraiment payant, ça. Dans tous les facteurs qu'on a analysés, là, c'est un des plus payants. Puis, vous voyez que là, à ce moment-là, vous allez chercher un revenu, une marge actualisée de 6 722, 3 684. Donc, tout ça, ce que ça revient à dire, c'est que ça nous prend des facteurs pour augmenter l'espace qu'on perd. Là. Puis si vous étiez juste en zone non cultivée, par exemple, là, à ce moment-là, votre marge serait beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible. Parce que. Puis, tu sais, quand tu choisis tes végétaux aussi, tu peux faire un choix économique. Là. Prendre des végétaux qui demandent moins d'entretien, etc. Donc, ça peut avoir un impact, ça aussi. Si vous ajoutez de la réduction de la transmission de pathogènes, là vous venez d'augmenter l'intérêt incroyable. Ça, c'est encore mieux que le carbone parce qu'un épisode que tu sauves, c'est des coûts là, de vétérinaire incroyables, des coûts de vaccin, tout ça. Fait que ça, quand j'en parle avec le groupe qui travaille là-dessus, les autres, ils disent, hey, André, ça, c'est vraiment winner, mais on n'est pas capable de mettre de chiffres là-dessus encore. Mais un seul épisode sauvé, tu viens de payer ton brise-vent, puis c'est rapide dans ta barouette. En conclusion, je vais rendre à la conclusion, puis ça va nous rester 10 minutes. Plusieurs avantages d'avoir des haies autour des bâtiments. Puis même, je me demande si c'est un avantage qu'on n'a jamais calculé, mais l'augmentation de la valeur foncière, le fait que tu aies mis des arbres, ça, tu peux augmenter la valeur marchande plutôt du site. Ça peut être intéressant. Localisation de la haie, on a dit on se met à 30 mètres. Là, généralement, c'est la distance qu'on recommande lorsque c'est de la ventilation forcée. Dans le choix des végétaux, assurez-vous d'avoir de la diversité, c'est une assurance de protection dans le temps. L'implantation, les techniques sont très bien maîtrisées. Est-ce que vous allez prendre du pays en longueur? Si possible, oui, c'est plus facile. Mais des fois, si ce n'est pas des grandes distances, c'est peut-être mieux de mettre des collerettes. Vous êtes subventionné quand même de 70 à 85 pour ça. L'entretien, c'est essentiel pour obtenir la protection désirée. C'est rien de compliqué. On va essayer d'intervenir régulièrement pour pas que ça coûte trop. Pour pas se retrouver avec des grosses branches à couper, ça devienne difficile à gérer. On voit que ça peut être économiquement rentable. C'est pas rentable si rapidement que ça, mais c'est quand même assez rentable. On a implanté au fil des ans beaucoup de haies autour des bâtiments d'élevage. On a beaucoup de clients qui sont satisfaits. J'ai rarement eu quelqu'un qui me dit André, viens couper la haie, là. Ça marche pas. Ce que j'ai vu, la problématique que j'ai vue le plus, c'est le fait d'avoir implanté des peupliers puis de ne pas les avoir coupés à temps. Ça, j'en vois beaucoup de ça. Ce qui fait que je suis plus froid, je suis maintenant installé des peupliers parce que je sais que les clients ne couperont pas au bon moment ou ne le couperont pas pendant tout parce que c'est trop beau. C'est vrai que c'est beau, ça pousse bien. Mais, donc, si vous plantez du peuplier, là, des fois, je vais y aller avec du saule hybride dans la rangée du milieu quand je fais un système à 3 rangées parce que lui, on le coupe aux 5 ans, puis on prend le bois raméal, on laisse ça à terre à côté des arbres, les 2 autres rangées. Puis avec le temps, les 2 autres rangées vont faire de l'ombre, puis ça va étouffer le saule. Plutôt que mettre du peuplier qui est quand même plus exigeant. Puis le saule, ça coûte pas cher, comme tu as planté avec des boutures.
un document ici qui a été produit. On a eu un projet avec le CERFO, puis le POIQ. Il y a une fiche technique qui a été faite des aménagements agroforestiers autour des bâtiments d'élevage, avicoles. Vous pouvez vous procurer sur du site ici, AgriRéseau. Puis il y a un manuel d'accompagnement qui présente toutes les étapes de planification et de réalisation de ces aménagements lorsqu'ils sont financés par le nouveau programme Prévert. Fait que ça, c'est un truc qui vient d'être fait. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Benoît était là, Benoît Michaud. Si jamais vous avez des questions plus précises, Benoît pourra vous répondre. C'est ça. Ça complète ce que j'avais à dire. Je ne pensais pas finir à 10h42. Je pensais finir plus tard. Mais j'ai des questions. Je peux répondre aux questions. Oui, c'est parfait. Alors, dans le fond, dans le chat, là, c'est essentiellement moi qui ai posté des questions. Je vais quand même les lire dans l'ordre. Ça va donner la chance aux autres de commencer à penser s'ils en ont d'autres pendant ce temps. Est-ce que tu veux que j'arrête le partage? C'est correct? Peut-être tu pourrais le garder comme ça si jamais il y a besoin de revenir à certaines diapos. Moi, la première question que j'avais, c'est quand tu montrais la différence entre le désherbage chimique puis juste tondre là un gazon. Je me demande, tu sais, comme à un moment donné, là, on veut que ce soit des zones de biodiversité, on veut pas nécessairement garder ça à nu. Si on veut éventuellement avoir les 2 ou 3 strates. Fait à partir de quel âge, toi, t'estimes que l'arbre est comme hors de portée de compétition, puis qu'on peut laisser notre couvre-sol herbacé sans que ça nuise à la croissance? Oui. Écoute, le couvre-sol, tu sais, l'herbacé, tu vas l'avoir quand même. Hein, la strate herbacée, parce que même avec mes pays de 4 pieds par 4 pieds, là, 1,3 mètres par la strate herbacée, elle embarque par-dessus un petit peu. Puis même quand ça pousse vite, il faut quand même couper le foin parce que au printemps, j'arrive, puis le foin est tombé sur les arbres, ça les étouffe. Je te dirais, là, le minimum, ça dépend des espèces. Tu prends une espèce à croissance très rapide comme le saule, 2 ans, un pays, c'est assez, le saule, il se reproduit tellement qu'il n'y a pas besoin, il va s'en sortir. Des espèces à croissance plus lente comme le carrier, ben, tu y donnes un 5 ans, là, avec une protection de chaque côté. Ça, c'est une chose que je n'ai pas parlé souvent avec les arbres à feuilles persistantes. Je vais garder mon couvert herbacé à l'automne. Pourquoi? Parce que ça me fait de la neige qui tombe sur mes arbres, ça les protège. Les vents dessicants qui font de la dessiccation, j'ai des problèmes. J'ai moins de problèmes. Par contre, avec des feuillus, ben là, il faut que tu coupes ton foin autour à l'automne parce que c'est un refuge pour les rongeurs. Les rongeurs vont s'en aller manger des arbres. Il y a tellement de petites subtilités comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, là. Mais je te dirais, un minimum, moi je dis au minimum 3 ans. Puis on n'enlève pas complètement la strate herbacée, on enlève 1 mètre carré au pied de l'arbre. OK, fait que tu nous encourages pas nécessairement là, à faire un désherbage chimique comme il y avait sur ta diapo, là. Non, mais moi, je recommande jamais le désherbage chimique. OK. Quand je suis arrivé, il faisait ça, le désherbage chimique. Puis je te dirais pas des problèmes qu'il y a eu lui, avec la simazine qui s'est répandue à côté, là. Mais nous autres, on est arrivé avec une alternative de pays. Puis l'alternative de pays en 1984, c'était pas nous qui l'avions inventé, là. Ça venait d'Europe. Mais ça a été super parce que il n'y avait plus besoin de mettre d'herbicide. Puis ça assurait une bonne croissance. Mais c'était du paillis plastique. Et là, les gens aujourd'hui me disent, André, ça prend quelque chose d'autre que du plastique. Puis on cherche. On cherche des moyens d'utiliser d'autres choses. On cherche, mais ça fait longtemps qu'on cherche, mais on n'a pas encore trouvé quelque chose qui est aussi efficace. Ouais. J'avais une autre question, justement, quand tu parles de la récolte des peupliers à un moment donné pour pas nuire aux autres. Là, on commence à avoir quand même plusieurs aménagements là, qui atteignent, qui ont même dépassé cet âge-là où il faudrait bien aller récolter les peupliers. Mais les peupliers, ils sont dans la rangée soit au milieu, soit côté bâtiment. Fait que toi, les chantiers où tu l'as vu, ça se passe comment? Parce que Ben, quand c'était près des. Ça m'est arrivé une fois, on a utilisé des câbles, là. Ça veut dire qu'on coupe l'arbre, on fait la nage, puis là, on l'accroche, puis on le sort. T'sais, on ne le laisse pas parce qu'il tomberait, il y aurait des chances de tomber soit sur les bâtiments, soit sur les fils. Fait avec un treuil, on était capable de contrôler ça facilement. Ça passait entre les autres arbres. Puis dans d'autres cas, on a même utilisé une machine multifonctionnelle où est-ce que c'est assez précis, puis ça passait entre les arbres, ça allait chercher le tronc. Ça l'emmenait.
OK. Fait qu'il faut que tu fasses affaire avec des professionnels. Ah, ouais, tu peux pas t'improviser là-dedans, là. Ensuite de ça, tu montrais là dans les coûts enfin dans les aspects économiques, que dans le fond, les réductions des coûts de chauffage et de déneigement, là, on n'en considérait aucun avant 5 ans de croissance. Fait que Ouais. je me demandais si vous aviez fait la simulation de voir est-ce que c'est rentable de planter des formats plus gros au début. Tu sais, tu disais les plants vont coûter 9 fois plus cher, mais en même temps, si on commence à avoir un retour économique dès la première année, est-ce que ça peut valoir la différence? Ben, on pourrait, le simulateur permet de faire ça, là. Je ne l'ai pas fait, par exemple. Mais je pourrais le faire parce que dans le simulateur, on a, utilisez-vous des arbres de grosse hauteur, là? Je pense qu'on pourrait éventuellement, là, je pense que ça serait possible de le faire, oui. Fait qu'on va aller l'essayer directement Ben, je pourrais te le dire, avant mais d'en acheter des gros. faudrait que je sois, C'est bon. je sais pas s'il va, faudrait que je regarde comment, je ne sais pas, faudrait que je vérifie. Parce que j'avais pas fait de simulation, c'est assez rare qu'on le fait parce que c'est comme je te dis, mais là, il faut tout changer nos coûts. Mais si tu permets, je vais te partager le simulateur juste pour le fun, le cas qu'on a fait. Je vais arrêter le partage, là. Je vais aller chercher mon simulateur. Mon cas, effectivement. Là, on va être en voiture, on va voir le cas, puis on peut faire des modifications. C'est ça qui est super. Puis on se demandait d'ailleurs, André, les coûts de déneigement, comment c'était calculé Ben, on a les... parlé avec des propriétaires, puis on leur a demandé comment ça leur coûtait. Parce que, tu sais, des fois, là, quand tu as un bâtiment porcin, mettons, là, il n'est pas mis directement sur le bord du chemin, là. Tu peux avoir 300 pieds de chemin avant de. Fait que c'est ça. On a regardé qu'est-ce que ça coûtait à peu près de cette façon-là. En considérant que c'est eux qui le font, là, que c'est leur temps, en fin de Ouais, compte, ouais, ils économique, font. là. Ouais, je pense qu'on était à 85$ que OK, j'étais pas cher, OK. là. Fait que c'est pas quelqu'un qui le fait faire à forfait, puis que Non, je pense. C'est rare. La plupart des gens ont une souffleuse, là. Fait que je vais juste, je le trouve sur mon cas. Bon. Ça s'en vient, là, ça s'en vient. Simulation bâtiment d'élevage, je l'ai ici. Après ça, je vais vous le partager une fois qu'il va être ouvert. C'est quand même il y a un logiciel qui est assez intense. Même, je vais vous dire une chose que je ne dis pas nécessairement à tout le monde. Je vais le partager d'abord parce que ça soit plus facile. Partager. Hum, hum, hum. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon. Vous voyez, c'est l'outil de simulation des impacts en anglais et en français. C'est quand même pas pire. On a un dictionnaire, tout s'adapte quand on change quelque chose en français. C'est bien fait. Mais si vous vous mettez, moi, en mode programmeur, je ne devrais pas vous montrer ça, mais ça peut être intéressant parce que vous allez plus comprendre comment tous les calculs sont faits. Là, je me suis mis en mode programmeur, puis ce qui apparaît en bas, c'est toute la langue, le dictionnaire, le menu principal, les instructions, tous les différents onglets vous permettent de comprendre comment on a calculé ça. Il y a d'ouvrages là-dedans, il y a du travail. Fait que si on rentre, mettons, dans celle qu'on a présentée tantôt, la première chose à faire, c'est de regarder vos paramètres économiques. Tout le prix, le nombre, les grandes collerettes, vous pouvez tout changer ça. C'est vous qui déterminez les coûts. Là, on a mis des standards, là, mais ça peut être, si vous voulez mettre plus, vous voulez mettre moins, c'est à vous de le faire. Vous avez les informations pour les coûts d'entretien, la même chose. Les informations concernant les pertes liées à l'espace cultivable, là, on a pris les 2023, les ACDEX. Quand même, c'est assez récent. Puis, le prix de vente du bois, ça c'est fou, mais ça n'a pas changé. C'est incroyable. C'est pas payant, le bois. C'est pas payant. Malheureusement. Ce qui est payant, c'est l'augmentation de la valeur foncière de la terre que tu as, mais en tout cas. On a les informations concernant les revenus liés à la récolte des fruits, des coûts de déneigement, diminution des pertes de sol, etc. C'est assez complet, là. Vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Donc, ça, c'est la première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres puis vérifier si ça correspond à votre réalité. Ensuite, vous pouvez rentrer en menu simulation. Puis en menu simulation, vous avez des haies pour la protection de culture, haies pour la protection de bâtiments. Là, on a fait ça. Haies en bande riveraine, puis massif de sol pour la production de biomasse. C'est les 4 qu'on a fait. Éventuellement, j'aimerais ça rajouter
culture intercalaire, mais ça va prendre de l'argent pour faire ça, je ne l'ai pas. Là, on fait compléter le questionnaire. Bon, là, vous allez marquer c'est quoi votre taux d'actualisation annuel. Là. Nous, on a mis 4 ici. La longueur de la haie, on a parlé de 300 mètres, 2 rangées, 4 mètres entre les rangées. Puis, on ne va pas nécessairement différencier toutes les feuillus entre eux autres. On trouvait que ça n'aurait plus de bon sens. C'est soit tu as des feuillus, tu as des conifères, tu as des feuillus nobles, tu as des arbustes, tu as du peuplier hybride, tu as du saule hybride. C'est tout ce qu'on a mis. Là. C'est quoi l'espacement entre les végétaux? 2 mètres, 3 mètres. Est-ce que c'est déroulé en longueur ou c'est déroulé en grande collerette ou c'est des biodisques? On a même fait la différence. Puis la largeur du plastique, si c'est déroulé, c'est 4 pieds ou 5 pieds. Là, les coûts des végétaux, bon, on a mis ça, j'avais mis ça à 9 piastres, c'est ce que j'ai payé l'année passée, en moyenne. La distance entre le site d'établissement et le point de départ des ouvriers, c'est très important. Si vous faites une partie de groupe conseil, vous allez faire quelque chose à 50 km, mais ça a un impact sur les coûts. Ça. Là, j'ai mis 10 km. Est-ce que c'est subventionné? Des éboueurs effectuer votre établissement avec des arbres de fort calibre, ben, c'est là que je pourrais mettre oui. Là. Je pourrais aller voir qu'est-ce que ça fait si je fais oui. Protection contre les ravageurs, je vais mettre non. Bon. Après ça, c'est l'entretien, remplacement des armes morts la 2e année, fauchage une fois par an, tous les 5 ans. Taille de formation, oui. Recépage, non. Perte d'espace cultivable, j'ai mis 150 mètres sur le 300 mètres. Puis j'ai mis 15 000 ici pour le chauffage. Puis le déneigement, j'ai mis 35,3 heures à 80. En fait, ça revient à 3 000 pièces. Récolte de bois, non. Récolte de petits fruits, non. Ici, perte de sol, non. Amélioration des rendements, non, parce que ça ne s'en donne pas. Puis, crédit carbone, mais là, j'avais mis 20 pièces, mais je vais remettre 0 comparé avec mon truc. Puis après ça, je peux voir les résultats. Là, j'ai mon tableau synthèse, puis on voit ce qu'on disait tantôt. Peux-tu le zoomer un petit peu, le tableau, André, quand on voit les chiffres? Oui, certainement. Comment que je fais ça? Je vais dans le Fait fichier. que là, la marge commence à être positive au bout de 5 ans, Oui, au lieu de 20. ouais, ça a pris. Donc, il a tenu compte de la hauteur des arbres. Donc, ça vaudrait la peine de mettre des gros formats, là, d'après Ben, toutes ces c'est ça. hypothèses-là. Ouais, ça peut venir. Ouais. J'essaie d'augmenter le zoom, mais je pense qu'il ne veut pas l'augmenter. Ouais, ben c'est pas grave, là, on voit quand même avec les couleurs là, que ça c'est plus rouge à partir de 5 Ouais, puis ans. ce qui est d'intéressant là-dedans, c'est que vous avez le résultat par année ici. Vous avez un tableau synthèse pour chaque année, il va marquer. Ah, c'est admirable comme travail. On a partagé le lien pour le télécharger dans le chat. Puis, Ouais. c'est très parlant, la démonstration, là. Merci. Ben écoute, là, il est rendu 10h54, je sais. Puis Je vais là, passer, ouais, c'est ça, il ouais, mais reste ce que je veux quelques vous questions. montrer, ce que je veux vous montrer aussi, mais par rapport à tantôt, c'est parce qu'on n'a pas mis de protection pour les chevreuils aussi, ça fait une différence. Oui, c'est ça. Sinon, on a des coûts d'implantation en plus, mais d'autres en moins aussi. Mais ici, si je reviens, là, je voulais juste montrer quelque chose qui est intéressant aussi. C'est que vous avez dans les résultats l'évolution de la marge, les coûts sous forme de graphique. C'est très intéressant de voir qu'est-ce qui coûte cher. Là, c'est l'implantation, perte d'espace cultivable, puis l'entretien. Il n'y a pas beaucoup d'entretien ici parce que j'ai enlevé la taille de formation. Non, je l'ai mis. Puis vous avez les revenus sous forme de graphique. Des économies de chauffage en bleu, des économies de déneigement. Fait que des fois, quand tu analyses un projet, tu dis, hey, ils vont faire varier telle affaire, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Mais comme je vous dis, c'est grossier, là. C'est pas fin comme analyse, mais c'est grossier. Mais ça donne quand même une idée. Ben, c'est vraiment un bel outil, là. Fait que je pense qu'il y en avait plusieurs ici qui le connaissaient pas. Puis ça gagne à être plus connu puis utilisé, là, avec tout le travail qui a été mis là-dedans, là. Fait que, on va pouvoir le diffuser plus largement. Je vais prendre les quelques questions qui restaient. Oui. Fait que tu vas pouvoir arrêter ton partage d'écran là, si tu veux. Il y avait une personne qui demandait la distance de 30 mètres, là. Est-ce que ça s'applique aussi quand on parle plus de bâtiments d'élevage, mais quand on parle de serres horticoles? Oui. Ça s'applique pareil parce que tu voudrais pas ramasser plein de neige sur ton bâtiment, là. Puis en Ok. plus, la réduction
maximum du vent, c'est ça aussi, là. Ce qui est important avec les serres, c'est pas faire d'ombre sur les serres, là. Ok. Ensuite, il y a une personne qui demande, bon, si on est dans un cas où on n'est pas capable là, d'avoir une haie qui va dépasser les bâtiments sur 30 mètres, parce que par exemple, il y a une route, est-ce qu'on est mieux d'éviter la plantation à cause de la turbulence qui pourrait être causée, ou est-ce qu'on peut concevoir la haie autrement? Fait que là, je suis pas sûre de comprendre. Moi non plus. C'est si la haie Ah, je l'ai ici. ne dépasse pas Non, de mais part on et n'est pas d'autre capable d'avoir une haie qui 30 dépasse mètres. les bâtiments. Ouais, OK, qui dépasse les bâtiments. ouais. Oh, c'est mieux que je le mettrais quand même. Même si la longueur n'est pas parfaite, là, je le mettrais quand même. C'est vraiment critique, c'est plus la distance, Ouais. j'imagine, hein. OK. Ensuite de ça, on a une question qui demande est-ce que dans la majorité des cas, les haies sont implantées tout autour des bâtiments ou est-ce que si on fait juste certains côtés, ça peut fonctionner comme ça? Ça dépend. Si c'est un cas de maladie qu'on veut vraiment éviter, on préfère en mettre. Ben, on va regarder c'est quoi mettons pour les porcheries, on va y aller. On va regarder quelles porcheries qui sont alentour, puis d'où pourrait venir une éventuelle contamination. Mais là, ça se peut qu'on soit obligé d'en mettre tout le tour. Mais généralement, si c'est juste pour les coups de chauffage, puis la neige, on en met généralement, on n'en met pas au sud. On en met plus au nord, au nord-est, à l'ouest. Parfait. Et que ça fait le tour des questions qui étaient dans le chat. Est-ce qu'il va y avoir est-ce que le cours complet là, sur plusieurs jours à la Pocatière, il se donne cette année? Veux-tu nous parler? Mais je ne le sais pas encore, ça dépend s'il y a des inscriptions, je ne sais pas. Écoute, il y a l'Université Laval aussi qu'on fait de quoi qui est super, là, avec Alain Olivier qu'on a fait, là, c'est que les gens viennent 2 fins de semaine à la Pocatière. Puis là-dedans, il y a c'est toute l'implantation. En fait, ce qu'ils font les gens, c'est on leur donne un cas pratique à faire au champ. Fait que là, première journée, on visite toutes sortes de sites qui ont été faits. Deuxième journée, on va voir des cas. Quand ils reviennent un mois plus tard, là, ils réalisent la plantation et l'entretien de haies. Dans certains cas, on prend une des haies qui est choisie dans le groupe pour le faire. Mais ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour nous autres, là. Mais on n'est pas sûr de le faire. Je suis en discussion avec Alain, là. Si on Et- ça prend un financement pour le donner parce que c'est cher, ça. Écoute, parce qu'on loge les gens chez nous à Sainte-Louise, on a une place, les gens viennent coucher on a un immeuble municipal, ça coûte rien quasiment, là. Il y a une cuisine, les gens apportent un matelas de sol puis ils peuvent dormir, là. C'est vraiment cool c'est une des meilleures que j'ai faites ça, parce que c'est pratique. Ben oui, on apprend tellement en 1 heure et demie, imagine en 2 jours. Fait que, Mais là, en fait, parce qu'on va sur le terrain puis là, on voit des choses, on nuance, hein. C'est toujours de la nuance, ça. fait que tu pourras nous le faire savoir, puis nous, on le relayera Ouais. dans le fond là, à toutes les personnes qui sont inscrites, là, puis qu'on rentre dans notre liste d'envoi là, au fur et à mesure. Ouais, merci beaucoup. Écoute, On a déjà quelqu'un qui demande on s'inscrit où? mais ça, c'est avec Alain Olivier. Il faut que j'en parle à Alain, là. D'habitude, à l'université, écoute, on accueille des gens c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment cool parce que passer 2 fins de semaine avec du monde, puis on est vraiment imprégné, là. C'est pas comme un cours théorique qu'on donne en ligne, là. Ouais. Fait que, il est 11 heures, fait qu'on serait rendu pas mal à la fin de notre activité. Ah, dernière question de Claudie. Ben, tu peux Oui, la je poser. m'excuse, je m'excuse. Est-ce qu'il y a comme un document de référence qui existe pour justement les distances à respecter entre la haie et le bâtiment? On dirait que moi, je suis encore embêtée là, avec l'histoire du 30 mètres. T'es embêté pourquoi? Ben, parce que je trouve que c'est quand même une distance importante. Puis dans beaucoup de cas, je pense que ça peut compliquer la faisabilité du projet. Fait que mais c'est vraiment important dans le fond, de respecter notre. Ouais. C'est ça nous, on n'avait pas pris de chance en disant 30 mètres, mais ça m'est arrivé de me mettre à 20 mètres aussi, mais la question de la neige, à ce moment-là, il faut faire une analyse site par site. Puis pour la neige, il faudrait aller voir, comme je te dis, les équations dans la publication qui est mentionnée de Timothy Volt, là.
OK. Sinon, est-ce que Et moi, j'ai fait un logiciel, mais je peux pas j'étais en train d'écrire un livre là-dessus sur pas tout seul, avec le ministère des Transports, on est plusieurs. Puis là, j'ai fait une espèce de chiffrier Excel que j'ai transmis à certaines personnes. Je sais que Noémie est là, que je vois en ligne qu'elle a eu. Où est-ce que là, tu rentres tes valeurs. Bon, c'est quoi la quantité de neige qui tombe, qui est transportable par le vent? Parce que quantité de neige qui tombe au mois de novembre, là, puis qui tombe au mois de mars, avril, là, elle n'est pas trop transportée par le vent, elle n'est pas dangereuse, celle-là. Ben, mars, c'est quand même pas pire dans le bas du fleuve, mais disons que sur les 3 mètres de précipitation neigeuse, il y en a peut-être un 2,5 qui est à considérer. Puis en plus, tu as le fetch. Le fetch, c'est la distance sans obstacle. Des fois, si tu as un fetch qui est très court avant, tu peux te rapprocher plus. Là. Il y a de la logique là-dedans, mais quand tu te parles avec des normes, c'est toujours embêtant parce qu'on a dit 30 mètres, c'est une norme, tu sais, mais ça ne couvre pas tous les cas, ça. Ben, c'est exactement ça, mais tu sais, là, ma fac, il l'exige, le 30 mètres. Puis c'est pour ça que je me dis, ça serait le fun d'avoir comme un genre de document de référence ou, tu sais, est-ce qu'on peut se référer à un ingénieur qui pourrait nous aider dans le choix de la distance selon le cas? Ouais. C'est moi-même qui avais. Mais moi, j'ai pris 30 mètres de d'autres publications. Mais là, en travaillant sur les routes, je me suis aperçu que finalement, on pourrait se mettre un petit peu plus proche. OK. Sans avoir d'impact là, sur la neige qui va sur le toit, parce que c'est ça qu'ils ont bien peur. OK. Mais je ne sais pas encore rendu au niveau du MAPAC. Ça va venir. C'est bon, merci. Plaisir. Fait que, ben, merci à tous pour votre participation. Fait que, encore une fois, là, pour ceux qui sont pas trop loin, on vous invite vraiment à venir réseauter puis poursuivre les échanges là, sur les différentes expériences les uns des autres le 2 avril prochain à Saint-Hyacinthe. Ça va être vraiment en toute convivialité, là, de 1 à 4, c'est des tables rondes où on va échanger vraiment sur les sujets qui vous nous êtes apportés le jour même en fonction de vos préoccupations et de vos intérêts. Puis ça se passe dans une microbrasserie, fait qu'après ça, de 4 à 6, on boit une bière, puis on célèbre notre amour pour la plantation des arbres. Ça va vraiment être convivial, puis, puis chaleureux. Ben, on remercie vraiment encore une fois André là, qui dit tout le temps oui à toutes les nombreuses sollicitations, puis qui est d'une générosité sans fin là, avec c'est rare d'avoir du monde qui a à la fois des connaissances scientifiques pointues, des résultats de recherche, puis qui a fait autant de terrain, puis qu'en fait encore là, fait que on est vraiment choyés là de t'avoir avec nous. Fait que merci André, merci Hey, à tous, bonjour à tout le monde. et puis à très bientôt. Merci. Et oui, et merci au MAPAC qui nous finance cette activité-là. C'est vrai, c'est important. Bonne journée à tous, à bientôt.